Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les antennes de For You Radio et puis sur le digital. Un jour donc après ce qu'on appelle la fête de la nativité, nous nous retrouvons parce que hier c'était une journée exclusivement donc laissée à l'enfance. Les tout petits étaient sur la radio et à cette heure bien entendu pour apporter notamment de la joie, les laisser s'exprimer, étant bien sûr une période on va dire estivale. Et nous sommes de retour pour la dernière livraison de la semaine avec toujours des sujets qui seront bien entendu exposés ici. Nous aurons l'ouverture avec notamment ce qui nous sera proposé comme menu pour le point sur l'actualité, édition bien sûr de ce soir, 26 décembre 2025. Et par la suite, nous aurons les sujets proposés à l'ordre du jour. Nous allons notamment mettre en avant la question de la réciprocité en termes de visa fait par le Niger alors que les États-Unis ont eu à imposer des mesures. Et puis, on restera toujours avec les États-Unis, cette fois-ci pour parler donc du rappel ou si vous voulez du rapatriement des ambassadeurs. Ils sont pratiquement 30, mais 15 sont justement été en place en fonction du côté de l'Afrique. Et bien sûr, ce qui pose problème dans le cadre notamment de l'action diplomatique au niveau des États-Unis sont des diplomates de carrière et il aurait été justement que leurs successeurs viennent justement le retrouver avant qu'ils fassent leur départ. Ils ont été tout simplement informés de pouvoir quitter par téléphone et même si le changement notamment de diplomate doit se faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle administration du côté des États-Unis, il indique que les diplomates de carrière sont un peu traités d'une manière différente, mais selon certaines sources bien entendu du côté du département d'État américain, il fallait penser à une reconfiguration du département d'État avec la politique de America First. Il faudrait bien sûr que selon les politiques menées par Trump et Marco Rubio qui portent notamment la diplomatie américaine à l'international, l'on représente la politique des États-Unis et notamment la posture du chef de l'État, Great America Again. Voilà bien sûr les sujets et puis Pharaon Anterissis nous donnera la chronique. On aura l'occasion d'échanger avec la plus grosse information de l'heure, ces frappes notamment des États-Unis sur le territoire nigérian avec donc l'État islamique. Madame, Messieurs, voilà le menu de ce jour. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, donc nous sommes de retour sur les antennes de For You Media. Alors, je voudrais poser la question, d'abord, avant toutefois d'y aller. Pharaon Anterissis, bonjour. Bonjour Fonmoha, mais Martin, bonjour Fonmoha, Mhm. bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Hmm. Et c'est un plaisir de vous recevoir encore et nous sommes ravis que vous nous receviez également chez vous. Alors, le Cameroun a gagné le Gabon pour le match d'ouverture du Cameroun dans le groupe E. C'était quand même un beau match, Ah n'est-ce bah c'est pas? toi qui étais dubitatif, tu te rappelles, lorsqu'on pronostiquait ici avant-hier, tu étais dubitatif au point que c'est Doumbia, tu te dis, ah, mais pourquoi est-ce que tu es si pessimiste? Non, je n'étais pas pessimiste, mais il fallait que je pose d'abord une analyse avant d'arriver à un probable score. Je ne pourrais pas me jeter comme ça le dire. Mais les Gabonais sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Ils sont en train de faire des... Bah, ils font même des imprécations. Ils disent que ouais, oui, ils auraient dû nous battre, que oui, on n'est rien, on n'est que on n'est que des gueulards, comme ils disent et tout ça. Mais force est de reconnaître qu'on les a battus, et à Mhm. plat de couture d'ailleurs. Et ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Mais je suis ravi qu'on ait battu. Bah, écoutez, vous Gabonais, bah, je suis déjà, je vous dis en bolo, bah, je suis ravi qu'on vous ait tabassé, wesh. Ouais, ouais. Tabassé ou wesh, voilà. Voilà, donc merci. Guéné est avec nous, bonjour. Bonjour à vous, Fonora, bonjour à tous. Hmm. Même chose, lors du match du Cameroun, c'était... tu, tu avais l'impression de pouvoir justement prendre des joueurs, les déposer à leur place et prendre la place de David Pagou. On a vécu le match avec beaucoup de passion. Je pense que c'était prévisible. Vous savez, l'équipe du Cameroun était très attendue dans cette compétition et vous voyez que compte tenu du contenu, on n'est pas déçu d'avoir été patient Mhm. lors de ce match. Puisqu'il était d'ailleurs le dernier
de ce premier tour de phase de groupe. Donc, il y avait d'énormes enjeux autour, bien sûr, de ce derby au niveau de la sous-région. Bien évidemment, on pourra toujours parler du contenu qui, au regard, bien sûr, du jeu qui a été proposé, reste satisfaisant, que ce soit du côté du Cameroun ou encore du côté du Gabon. Ce qu'il faudra surtout retenir, c'est l'audace du sélectionneur camerounais David Pago, parce que il est parti sur un système pratiquement inédit avec 3 défenseurs centraux. Il a déjoué tous les pronostics. Vous imaginez qu'il fallait clairement un vrai culot pour prendre de telles décisions, faire jouer 2 défenseurs centraux qui n'ont jamais joué ensemble et qui pour la plupart découvrent aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'il faut le dire, c'était leur première participation. Quand je parle bien sûr du tandem Samuel Junior Koto ou encore chez Malon, tout le monde s'attendait à ce que Christopher Roux, encore Boyomo, pourquoi pas Jerzinho Niamsi, soit titularisé. Finalement, je pense que David Pago a pris tout le monde à contre-pied parfait. L'autre satisfaction de ce match, c'est bien évidemment le milieu de terrain et le dispositif offensif qui a montré de très belles choses durant le match. L'intensité qui a été mise dès la première minute et qui a abouti à l'ouverture rapide du score dès la 6e minute montre que voilà, les joueurs, du moins ceux qui sont du côté du Maroc actuellement, sont pleinement conscients de l'enjeu de cette 35e édition de Coupe d'Afrique des Nations, mais surtout étaient conscients de l'enjeu qui entourait ce match face au Gabon. Parce qu'il faut le dire, en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun avant ce match, n'avait jamais battu le Gabon. Donc il y a ce signe indien déjà qui est brisé. Je pense qu'en termes de contenu, on ne peut qu'être satisfait, même si après la 30e minute, on a souffert énormément, puisque en face on avait également une très belle équipe gabonaise qui a montré de très bonnes choses. Dommage que le sélectionneur Moyouma se soit montré un tout petit peu frileux dans les choix, en lissant notamment sur le banc de touche ceux-là même qui après leur entrée ont changé le visage de ce match. Je pense notamment à Pierre-Emerick Aubameyang. C'est vrai qu'il était annoncé forfait, mais avant ce match-là, il avait repris les entraînements progressivement avec les Panthères et on s'attendait à ce qu'il soit titularisé. Ce n'a pas été le cas. J'ai l'impression que là-bas, c'était bien évidemment pour la prudence. Maintenant, est-ce qu'il faudra, côté gabonais, rester figé sur ce match? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu de très belles choses d'ailleurs qu'ils ont montré, ces Gabonais, et on n'est pas surpris de les voir jouer à ce niveau-là. C'est à eux maintenant de pouvoir tirer les enseignements de ce qui leur a véritablement manqué dans ce match face au Cameroun, afin de l'appliquer très rapidement, parce que le deuxième match c'est dimanche et ça sera face au Mozambique. Ça ne sera pas une mince affaire, puisque tout le monde pensait que le Mozambique serait l'équipe qui viendrait distribuer des points dans ce groupe-là, que non, parce qu'on a vu cette équipe dérouler également face à la Côte d'Ivoire et on a senti d'entre eux que voilà, il fallait compter sur le Mozambique dans cette compétition. Donc, ça sera aux Gabonais, ça sera difficile, mais je pense qu'ils ont les atouts nécessaires pour aller chercher déjà cette victoire face au Mozambique et pourquoi pas lors du troisième match face à la Côte d'Ivoire. Côté camerounais, je pense que sur le plan comptable, c'est une très belle opération qui est réalisée, parce qu'une victoire d'entrée, c'est synonyme de 3 points. Et je pense que ça vous met dans de très bonnes dispositions pour le second tour, à condition bien sûr de mieux aborder les autres rencontres. Il faudra également à ce niveau, côté camerounais, corriger ce qui n'a pas bien fonctionné dans ce match, parce qu'on a subi. Certains ont estimé que s'il y avait bien sûr, c'était une faiblesse, le fait de subir autant face au Gabon, mais ce qu'il faut retenir dans ces moments de souffrance, c'est que le Cameroun a subi le jeu, certes, mais n'a pas rompu. Donc il y a cette solidité-là qui a été retrouvée. Cet esprit de Hemley qu'on aime souvent voir côté camerounais, c'est-à-dire cette propension à vous montrer optimiste même lorsque vous faites face à des situations désespérées. Donc une équipe du Cameroun qui s'est montrée solide, solidaire dans le jeu, dans les intentions, et qui pourrait également peut-être éventuellement compter sur cet état d'esprit là pour aborder le match de dimanche prochain, qui s'annonce déjà
comme étant très décisif pour la qualification au second tour, parce que ça sera contre la Côte d'Ivoire également qui a remporté son premier match. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il faudra forcément prendre en considération, en espérant que voilà, de part et d'autre, nous vivrons d'autres belles rencontres, parce que croyez-moi, cette rencontre entre le Cameroun et le Gabon était certainement l'une des plus belles de ce premier tour en termes de jeu, en termes d'intensité et même d'enjeu. Donc, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on vive une très belle soirée de football, et c'est justement ça qui fait le charme et la beauté de cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Florent, peut-être bien, oui, je crois que c'est mieux justement de poser la question. Vous avez une idée du match Cameroun-Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Cameroun? C'est dimanche prochain, hein, donc comme demain on ne produit pas. On pense déjà au match. L'éternel rival, la belle famille. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays à négliger, parce que d'autant plus qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Ils sont encore les champions en titre. Hein. Voilà, fut-il petit. Je me souviens du match, il y avait eu une CAN ici, je crois de 4 ans. On était encore à Daïdo, je pense. On était allé au stade. Je me souviens quand même de l'ère de Sérédier. C'est vrai que j'étais assis sur les gradins. Moi, j'étais venu beaucoup plus pour voir un petit peu la tête du le capitaine Sérédier. Oui. C'est vrai que les Ivoiriens sont la belle famille, mais un jeu reste un jeu. Et puis, comme disait le baron de Coubertin, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui, l'important, ce n'est pas de participer, l'important, c'est de participer et de gagner. L'important, c'est de jouer et de gagner. Eh bien, je ne vais pas transiger, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Ben, j'ai mis un vœu, mon vœu est clair, que le Cameroun batte la Côte d'Ivoire à plat de couture. Et puis, c'est toujours un mari qui doit avoir plus de force, c'est-à-dire que c'est nous le mari, et la Côte d'Ivoire est notre épouse, c'est la belle famille, mais... Qui a même posé cette affaire que le mari et l'épouse? Ce sont les Camerounais. Bon, mais je vois d'ici là l'embarras de Samuel Eto'o-Fils. Il est Camerounais, il est président de l'Africa Foot, il est marié à une Ivoirienne, et l'équipe de Côte d'Ivoire va donc affronter le Cameroun. Mais nous allons battre les éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'un éléphant n'est rien devant un lion. Un lion reste un lion, c'est le roi de la forêt, c'est le chef, c'est le boss suprême. Un éléphant, voilà, ça se dandine, c'est pato, c'est pépère, c'est bisounours. Non, il faut qu'on les batte, c'est clair. Bon, maintenant, si tu oui, c'est vrai qu'un éléphant, ça trompe énormément, mais là, un lion, ça rugira énormément, et puis ça va mettre une pâtée mémorable à la Côte d'Ivoire. Bon, tout comme je l'ai dit pour le Gabon, il y a 48 heures, eh bien, tu me demandes le nombre de buts, eh bien, ce sera par 2 buts à 1. Voilà. 2 buts à 1. Oui. Ok. On va suivre cette rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Rencontre cruciale dans le groupe F. Il sera très important. L'équipe qui va gagner cette rencontre, du moins d'emblée, va se qualifier pour le prochain tour de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est là où tout va se jouer. Alors, peut-être pour sortir de la CAN, je vais te tutoyer, hein. Tu disais tout à l'heure que le match du Cameroun contre le Gabon était aussi le meilleur visage. Est-ce que, en attendant forcément qu'il y en aura, on a par exemple aujourd'hui l'Égypte et l'Afrique du Sud, le Maroc face au Mali, est-ce qu'on pourrait avoir quand même une certaine mutation dans le jeu? C'est ce que nous souhaitons tous. Le programme de cette deuxième journée de phase de groupe, il faut le dire, est chargé. Parce que là on part sur des matchs, sur 4 matchs pratiquement par jour, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 2 poules seront de sortie, 2 ce vendredi, 2 demain et samedi, et forcément 2 dimanche, déjà à partir de 13h30, Angola, Zimbabwe. Vous savez que les 2 formations n'ont pas très bien démarré leur compétition. Les Angolais ont été défaits par l'Afrique du Sud lors du premier match, 2 buts à 1. Par contre, le Zimbabwe a failli créer la surprise face à l'Égypte. Après avoir mené pendant une bonne partie du match, s'est finalement fait rattraper le Zimbabwe sur 2 chefs-d'œuvre, notamment un de Mohamed Salah, la star égyptienne. Donc, vous avez là 2 équipes qui ont perdu chacune son premier match, et qui, de toute évidence, compte tenu bien sûr
de l'enjeu de ce match vont certainement chercher à engranger des points. Donc ça sera un duel peut-être qu'il faudra également suivre à partir de 16h. Il faut dire que c'est vraiment le véritable premier choc de cette deuxième journée, puisque vous aurez un très alléchant Afrique du Sud, Égypte. Déjà là, vous sentez que les deux formations, au-delà bien sûr de ce qu'elles ont montré lors du premier match, chacune va chercher certainement à s'affirmer dans le groupe, en ayant à l'esprit que le vainqueur de ce match se positionnera très bien dans ce groupe, parce qu'il faut le dire, les premiers de chaque groupe bénéficient très généralement bien sûr d'un tirage favorable pour le second tour. Donc le vainqueur de ce soir entre l'Égypte et l'Afrique du Sud sera pratiquement assuré de terminer premier de ce groupe, même si pour l'instant rien n'a encore joué. À partir de 18h30, Zambie-Comores. Les Zambiens ont créé l'exploit lors du premier match d'aller chercher au fond de leur trip l'égalisation dans les toutes dernières minutes. C'était pratiquement la 94e minute face au Mali. Après avoir été menés, les Chipolopolo n'ont pas abdigué, bien au contraire, ils sont allés au bout. Il faudra confirmer, bien évidemment, ce bon état d'esprit aujourd'hui face au Sélacan des Comores, eux qui, lors du match d'ouverture face au Maroc, n'avaient pas été si piètres que cela, parce qu'ils ont longtemps fait souffrir, ils ont fait souffrir, cette formation marocaine avant le déclic qui est venu bien sûr de la star du Real Madrid. Et derrière, il y a eu ce deuxième but. Mais dans l'intention, dans la solidarité, on a senti une équipe comorienne qui était bien en place. Et je pense qu'aujourd'hui, face à un concurrent direct qui n'est autre que la Zambie, c'est le match idéal pour aller chercher des points. Et bien sûr, en soirée, l'autre grand match qu'il faudra suivre de très près, c'est ce duel dans ce groupe A, avec bien sûr le pays organisateur, le Maroc, qui disputera son deuxième match dans la compétition, avec bien sûr l'ambition d'aller décrocher cette deuxième victoire et de facto une qualification directe pour le second tour. Et de l'autre, vous avez le Mali qui, accroché par la Zambie, aura donc à cœur également de corriger les erreurs qui ont été faites lors du premier match. Donc, de façon générale, c'est un peu à ce type de match qu'on aura droit dans cette deuxième journée, puisque, vous l'avez dit, dimanche, il y aura un très alléchant Cameroun-Côte d'Ivoire également qu'il faudra suivre de près dans ce groupe F. Voilà, les enjeux sont là pour les équipes qui ont eu la possibilité de remporter leur premier match. Je pense qu'une victoire déjà lors de la deuxième journée leur assurerait, ou du moins leur ouvrirait grand les portes du deuxième tour. Donc il faudra impérativement tout donner également pour du côté des équipes qui ne se sont pas bien comportées, ou du moins celles qui ont été battues, parce qu'une deuxième défaite d'affilée pour toutes ces formations là ne serait pas forcément synonyme d'élimination, puisqu'il y a la formule qui qualifie les 4 meilleurs troisièmes, mais une deuxième défaite en phase de groupe vous mettrait dans des dispositions très défavorables, parce que là vous serez contraint, mais alors obligé d'aller remporter le troisième match et espérer que dans les autres groupes, personne d'autre ne fasse mieux que vous, notamment au niveau du goal average. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faudra forcément prendre en considération. C'est pourquoi on dit les deuxièmes matchs de phase de groupe sont déjà déterminants pour la qualification au second tour, et peuvent être cruellement fatales pour toutes les équipes qui ont perdu leur premier match. D'où l'importance du premier match dans des compétitions comme celle-là. Voilà, merci Guéné pour ces informations concernant la CAN au For You, bien sûr, est au cœur en livrant 7 ans de ces matchs. On va directement aller sans transition, même qu'on a envie de vous garder suffisamment dans ce studio. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. Mais sinon, commençons d'abord par ce qui est proposé pour ce soir dans le cadre du point sur l'actualité. Ouais, le point sur l'actualité revient sur l'une des thématiques que vous avez décidé de mettre au cœur du débat dans le cadre de ce programme, de ce talk show. Nous reviendrons sur ce principe de réciprocité qui a été appliqué par les autorités nigériennes, parlant de la politique de délivrance de visa aux citoyens américains et de leur entrée sur le territoire nigérien. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on parlait de ce nouveau travel ban de Donald Trump qui durcissait bien évidemment
les procédures d'octroi de visa aux ressortissants de plusieurs pays africains, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel, puisque les 3 pays sont aujourd'hui concernés. Vous avez suivi les arguments qui ont été avancés par l'administration américaine. Pour ces 3 pays, on parle surtout des raisons sécuritaires qui sont évoquées. Alors, le Niger n'a pas attendu, puisque les autorités, le gouvernement a donc décidé cette semaine d'interdire définitivement l'octroi. Là, on ne parle pas d'une mesure partielle, on parle d'une interdiction définitive d'octroi de visa à tous les ressortissants américains ainsi que leur accès au territoire national. Cette mesure de réciprocité intervient donc après que Washington ait inscrit le Niger sur la liste des pays dont les ressortissants ne bénéficient plus de facilité d'entrée du côté des États-Unis. La riposte du Niger, il faut le relever, s'inscrit dans le cadre bien sûr du réalignement diplomatique et sécuritaire engagé par l'administration américaine. Vous vous souvenez de ce fameux slogan de campagne Make America Great Again. Donald Trump avait promis de durcir les conditions d'entrée aux États-Unis à travers une politique migratoire très stricte. Cette fois, c'est donc le cas. Il l'implémente sur le terrain et les États africains sont les premiers à être touchés justement par cette mesure-là. Après donc le Gabon, c'est au tour donc du Niger de prendre d'appliquer ce principe de réciprocité. La question qu'il faut se poser est celle de savoir si sur le plan diplomatique, le Niger est réellement en train de réaliser un sacré coup, puisque vous savez qu'il y a tout de même des réserves qui sont émises quant à cette approche, parce qu'aucun estime que le Niger n'a pas le poids nécessaire pour dire qu'il va chercher à appliquer ce principe de réciprocité vis-à-vis des États-Unis, corroborant la thèse selon laquelle pour qu'un principe comme celui-là ait les effets escomptés, il faudrait que tous les États africains concernés déjà par cette mesure-là puissent de façon unanime prendre cette décision, celle d'appliquer ce principe de réciprocité. De l'autre côté, vous avez d'autres pays comme le Burkina Faso et le Mali également qui sont concernés. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'au niveau de la sous-région, du moins qu'au niveau de cette confédération-là, que les 3 dirigeants se réunissent et ils disent que voilà, cette décision, nous allons la prendre ensemble et ce principe de réciprocité, nous allons d'ailleurs l'appliquer ensemble. Néanmoins, il faut saluer la démarche des autorités nigériennes qui s'inscrit dans cette logique d'affirmation de sa souveraineté. C'est également une façon de montrer, du moins à la communauté internationale, que voilà, si vous nous respectez, nous allons également vous respecter en retour. Par contre, si vous ne nous respectez pas, nous n'allons pas vous respecter. Okay. Je pense que c'est dans cette démarche-là qu'il faut clairement inscrire aujourd'hui, dans cette dynamique qu'il faut inscrire la démarche des autorités nigériennes, réaffirmer leur souveraineté vis-à-vis bien sûr de certaines puissances sur la scène internationale, mais surtout chercher aujourd'hui à s'affirmer davantage en appliquant bien sûr un principe de réciprocité. Le Gabon l'a fait, le Gabon n'est pas pour autant mort, donc je pense que c'est quand même un signal fort qui est envoyé aujourd'hui par les autorités nigériennes en attendant bien sûr les décisions qui seront prises par les 2 autres pays de la Confédération de l'AES. Donc nous allons en parler ce soir, poser la problématique sur la table. Qu'est-ce qu'une mesure comme celle-là pourrait avoir comme implication sur le plan politique, économique, géopolitique ou encore géostratégique? Y a-t-il des pistes de sortie de crise? Est-ce que cela augure-t-il un bras de fer diplomatique à venir entre Niamey et Washington? Y a-t-il des pistes de solution? Faut-il privilégier la piste du dialogue ou encore des négociations avec l'administration Trump? Si oui, quelles sont les conditions préalables qu'il faudra mettre sur la table afin de revoir, bien évidemment, afin de je ne veux pas dire forcer la main à Donald Trump, mais surtout afin de ramener Washington sur la table de négociation, parce qu'il faut le dire, dans sa politique migratoire, les États-Unis, ou du moins dans leur politique migratoire, les États-Unis sollicitent également les États africains. Quand on vous parle bien sûr de tous ceux qui sont expulsés des États-Unis et qui sont accueillis sur le continent africain, avec la contrepartie, avec pour contrepartie de véritables intérêts financiers qui sont parfois avancés. Vous comprenez que on ne peut pas se passer du dialogue dans ce genre dans un tel contexte. Donc
Voilà la première thématique qui sera d'ailleurs abordée ce soir. Et la deuxième qui semble d'ailleurs plus intéressante puisqu'elle est beaucoup plus d'actualité, c'est cette intervention militaire américaine du côté du Nigeria. L'information a été confirmée hier jeudi, c'était en soirée, par le ministère nigérian des Affaires étrangères. Alors, pour situer nos auditeurs, de quoi s'agit-il? Eh bien, chose promise, chose due. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois que l'administration Trump était montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle qualifiait, d'attaque sur les chrétiens. Oui, de génocide de chrétiens du côté du Nigeria. L'administration Trump n'avait pas ménagé le gouvernement nigérian, estimant que le pouvoir en place ne faisait pas assez pour contrer ou contrecarrer justement les massacres entre guillemets qui sont perpétués, que les groupes armés perpétuent d'ailleurs sur les fidèles chrétiens du côté du Nigeria, des accusations qui avaient été bien évidemment rejetées, mais on se souvient que les accusations de l'administration Trump s'accompagnaient d'une menace, d'une intervention militaire au Nigeria. C'est vrai que compte tenu de l'évolution et de l'éveil des consciences aujourd'hui, très peu sont ceux qui s'attendaient effectivement à ce que l'administration Trump passe à l'offensive. Mais hier, sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a en personne donc confirmé qu'il a mené une frappe militaire dans le nord-ouest du Nigeria contre une base d'un groupe terroriste. On parle bien sûr de Daesh. L'opération a été qualifiée de succès parce qu'elle est réussie visiblement, mais ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est que l'administration Trump nous dit qu'elle a mené cette frappe avec la permission et l'onction du président Bola Ahmed Tinubu. Alors, ça paraît un peu surréaliste parce que à peine nous les Africains, nous nous remettons déjà des événements du 7 décembre dernier du côté du Bénin où vous avez vu on semblait avec une intervention française. Une puissance étrangère intervenir dans un pays souverain. À peine on se remet déjà de cet épisode que là, on nous parle d'une frappe américaine au nord du Nigeria. Alors, la scène est tellement surréaliste, d'autant plus que les arguments qui sont avancés aujourd'hui nous poussent d'ailleurs à amener la réflexion beaucoup plus en profondeur. L'administration Trump reste campée sur sa position, selon laquelle elle a ciblé un groupe armé terroriste qui, à son tour, avait pour cible les chrétiens du côté du Nigeria. Et de l'autre, effectivement, on dément par l'information puisqu'on confirme que une frappe a été menée, parlant bien sûr de la partie nigériane, mais on l'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération, notamment sur le plan sécuritaire entre Abuja et Washington. Abuja, étrangement, ne nous dit pas si effectivement la base de Daesh qui a été détruite avait pour cible les communautés chrétiennes vivant du côté de Nigeria, que non. Là, on nous dit que voilà, les massacres qui sont perpétrés dans le pays ne concernent pas que les communautés chrétiennes. Il y a également les communautés musulmanes qui sont la cible des groupes armés terroristes et bien d'autres. Donc, il y a ce flou qui entoure bien évidemment cette nouvelle opération militaire américaine du côté du Nigeria. Et nous aurons également en ligne de mire le fait que forcément il fallait s'y attendre, d'autant plus que selon les révélations qui ont été faites par nos confrères de Reuters cette semaine, il y avait une véritable flotte aérienne américaine qui survolait en permanence ces dernières semaines le territoire nigérian dans l'optique de recueillir suffisamment d'informations. On ose croire que c'est en fonction des informations obtenues que l'administration Trump a donc pu valider cette frappe militaire sur le Nigeria. Alors, nous allons surtout interroger ce soir les implications d'une telle frappe aérienne, d'une intervention militaire de ce genre dans un pays souverain, bien que l'autorisation ait été donnée, selon Washington, bien sûr, par le pouvoir en place. Alors, qu'est-ce que cela implique? Une intervention militaire au Nigeria est-elle aujourd'hui synonyme
d'un probable retour en force des États-Unis de façon générale dans le Sahel, puisqu'il faut le dire depuis que Washington a été chassé du Niger, du côté d'Agadez plus précisément. Les États-Unis ont perdu une véritable base logistique, puisqu'à partir de cette base-là, du côté d'Agadez, ils avaient la possibilité de pouvoir survoler tout l'espace sahélien et de collecter les informations nécessaires qui leur permettaient, sur le plan géostratégique, de mieux affiner, ou du moins de mieux peaufiner leur stratégie de pénétration. Alors, s'en prendre de cette façon au Nigeria, est-ce une tentative, est-ce une façon pour Washington de se repositionner à nouveau en prenant pour prétexte de Nigeria, mais avec pour cible prioritaire aujourd'hui le Sahel? Il y a autant de questions aujourd'hui qui nous viennent à l'esprit, bien évidemment avec le concours de plusieurs géostratèges. On va essayer, bien évidemment, d'en dégager les pistes d'implication que cette intervention militaire américaine au Nigeria pourra effectivement avoir. Donc, le sujet est d'actualité et je pense qu'il pose d'autres problématiques beaucoup plus intéressantes que nous aurons l'occasion de dégager le soir à partir de 17h GMT dans le cadre de votre dernière production de la semaine du PA, du point sur l'actualité. Je voudrais quand même qu'on reste sur le deuxième thème du point sur l'actualité. C'est vrai que je n'ai pas soumis à notre échange, mais comme c'est justement un sujet qui est l'actualité, peut-être qu'à un moment donné que Pharaon Anterissi saura aussi intervenir. Moi, je voudrais quand même poser un problème parce que tout à l'heure, Nguéné, dans la présentation, tu es revenu en mettant justement en avant le fait qu'il y avait une intervention étrangère dans la situation au Bénin. C'était toujours le Nigeria qui était presque au centre, en servant de base arrière et pour indiquer qu'il y a eu ces bombardements. Aujourd'hui, c'est toujours le Nigeria, cette fois-ci, qui est le pays hôte, avec une intervention américaine, cette fois-ci qui n'a pas été cachée, qui est officielle, disons cela comme ça de façon très claire. Est-ce que pour que ceux-là qui nous suivent comprennent un peu, là on est en train de partir, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce une intervention justement des États-Unis sur le territoire nigérian, qui est un territoire souverain africain, ou c'est le fait de venir, comment je vais dire, engager une action vis-à-vis d'un groupe, qu'on peut dire un groupe terroriste, un groupe rebelle, Daesh, qui généralement parfois peut perpétrer du terrorisme. Non, mais tout dérange dans cette façon de procéder. Tout dérange. Vous savez, ce combat que nous menons a justement pour objectif d'éviter de pareils scénarios aujourd'hui. C'est-à-dire de sortir de ce disque-là qui, pour la plupart des Africains, est rayé, parlant d'une intervention militaire d'une puissance étrangère dans un pays africain qui de plus reste souverain. Bien que certaines dispositions constitutionnelles dans certains pays autorisent bien évidemment le recours à une puissance étrangère quand l'intégrité du territoire est menacée, mais je pense que cela remet beaucoup plus aujourd'hui en question la capacité de nos pays, de nos armées à répondre face aux défis sécuritaires de façon efficace face aux défis sécuritaires qui se posent sur le continent. N'oubliez pas qu'au lendemain des événements du 7 décembre dernier du côté du Bénin, nous étions nombreux à être montés au créneau et à dénoncer l'intervention militaire nigériane parce qu'on avait l'impression que chacun voulait tirer la couverture de son côté. Et au niveau de la CEDEAO, on a parlé du déploiement efficace de la force en attente. Le Nigeria est monté au créneau en disant oui, grâce à nous, on a pu déployer des avions qui ont mené des frappes sur les mutants qui ont tenté de renverser le président Patrice Talon. Et du coup, on était les premiers à dire, mais comment un pays souverain comme le Bénin peut-il faire recours à un voisin qui est le Nigeria pour qu'il vienne intervenir dans son territoire afin bien évidemment de mettre à mal une faction de l'armée qui se serait rébellée ou du moins qui serait révoltée contre le pouvoir en place. On n'a pas bien compris, on n'a pas compris ce qui se passait, mais en réalité c'est que devant cette intervention militaire nigériane qui a
qui avait d'ailleurs été soutenu par la France et encore par la CEDEAO, se cachaient d'énormes intérêts géopolitiques. Le débat, il est clos puisque ça fait un bon bout de temps qu'on n'en parle plus. Alors je disais, à peine on nous a laissé le temps d'avaler la pilule que là, on assiste à ce scénario. Alors, c'est plus préoccupant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du Nigeria, en fait. Pourquoi je le dis? Parce que ils sont nombreux également, ces Africains, qui n'arrivent pas à concevoir que depuis des mois, le Nigeria fait face à des défis sécuritaires beaucoup plus internes. On a parlé des enlèvements massifs, des enlèvements de masse qui ont ciblé des élèves, des enseignants. Hier encore, on parlait d'une explosion dans une mosquée qui a fait plusieurs morts. À ce niveau, on n'a pas une politique en interne qui permet véritablement aux autorités en place de pouvoir déployer le dispositif sécuritaire nécessaire afin de, bien sûr, de faire face à tous ces défis sécuritaires. Ce qui est ahurissant, c'est que on réussit quand même à mobiliser un important dispositif sécuritaire pour aller intervenir militairement dans un autre pays. Donc, vous comprenez clairement à quel niveau se situe l'ambiguïté. Ça, c'est une chose, dire qu'on va intervenir au Bénin. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que on donne l'aval à l'administration américaine, une puissance occidentale, c'est-à-dire une puissance impérialiste connaissant bien sûr ses intentions vis-à-vis du continent africain. On lui donne le OK pour qu'elle vienne intervenir. Alors que cette même puissance-là s'était avancée avec bien sûr des menaces, des injonctions pratiquement, et vous avez menacé d'une intervention militaire. Donc on n'a pas tiré les enseignements de la sortie de Donald Trump. Bien au contraire, ce qui est surprenant, c'est que Trump nous dise aujourd'hui qu'il a été contraint donc de mener cette frappe aérienne parce que les autorités nigériennes ont émis d'ailleurs le souhait que les États-Unis leur viennent en aide dans la lutte, bien sûr, contre ces groupes armés terroristes. Alors, le cas du Nigeria reste tellement ambigu qu'on a parfois envie de donner raison à ceux qui pensent que le Nigeria reste un géant au pied d'argile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre comment une puissance comme celle-là, sur le plan démographique, l'une des plus importantes du continent, sur le plan économique, l'une des plus importantes également, mais n'arrive pas sur le plan sécuritaire à faire face à ses propres défis, alors que c'est une puissance qui réussit quand même au niveau de la sous-région à apporter son expertise, voire son aide à d'autres États souverains. Donc, c'est tellement ambigu et complexe. Je pense qu'il faudra qu'on essaie bien sûr d'accentuer la réflexion autour des véritables enjeux qui se jouent derrière tout ce qui se passe actuellement du côté de Nigeria pour essayer de comprendre je vais le dire quoi, essayer de ressortir les implications même de cette intervention militaire américaine, parce que c'est absolument inconcevable que le Nigeria qui se déployait, ou du moins qui s'est déployé efficacement le 7 décembre dernier du côté du Bénin, fasse appel aujourd'hui aux États-Unis pour déloger une base terroriste, bien qu'elle soit Daesh au nord du pays, et qu'on nous parle au même moment, bien sûr, d'un attentat dans une mosquée qui aurait fait plusieurs morts. Donc, c'est absolument inconcevable, inimaginable, impensable à la limite pour tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci. Farhan Antarissi, une réaction sur la question de cette intervention nigériane. Oui, la messe est dite, Fonouara, parce qu'une puissance étrangère intervienne, ce n'est pas surprenant quand on pense au Nigeria, parce que Bola Ahmed Tinubu est totalement inféodé aux États-Unis, et donc c'est tout à fait normal qu'il accepte d'éventuelles frappes. Ça veut dire que lui, il est inféodé partout, hein. Oui, à la France, aux États-Unis. Bon, qui dit France dit États-Unis, qui dit Macron dit Trump, qui dit Trump dit Trump. Oui, Ouais. voilà, qui dit Trump dit Macron. Donc c'est tout à fait normal. Bon, enfin, je dis pas que c'est normal, mais je veux dire qu'on peut comprendre, enfin, ceci explique cela, et bien que le Nigeria ait besoin d'un éventuel recours militaire venant des États-Unis. Bon, maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est l'aisance avec laquelle Trump peut se lever un matin et orchestrer des frappes aériennes. C'est certes pour défendre une frange de la population, donc qui est la communauté chrétienne.
qui soi-disant est massacré par des islamistes, mais on se souvient également d'un temps où ce sont plutôt les musulmans qui étaient massacrés, qui étaient pourchassés. On avait l'impression qu'on avait affaire à une véritable chasse aux sorcières. Mais je pense que lorsqu'on est en quête de souveraineté, je ne sais pas si le Nigeria se prétend souverain, mais lorsqu'on est souverain, on n'a pas besoin de requérir à une intervention tierce, mais je pense que c'est un problème qu'on peut résoudre, hein, parce que si tant est que on loue et on prie, on honore le même Dieu, il n'y a donc pas de raison que chrétiens et musulmans s'affrontent, que les musulmans massacrent les chrétiens, ou alors, et inversement, je veux dire que les chrétiens massacrent les musulmans. D'ailleurs, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin, Fondmoira. Bien avant que les colons n'arrivent en Afrique, eh bien, les Africains connaissaient Dieu. D'ailleurs, on se souvient de la lettre du roi Léopold, hein, de la Belgique, qui disait à ses missionnaires, lorsque ceux-ci se rendaient en Afrique, il leur disait quand vous irez là-bas, eh bien, ne parlez pas de Dieu aux Africains, parce qu'ils le connaissent, et ils le connaissent bien, ils le connaissent même mieux que vous. Ils l'appellent Elolombi, il l'appelle Nzambé, il l'appelle Tatabel, il l'appelle Nyambé, il l'appelle Loba, il l'appelle tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas la peine de leur apprendre Dieu, parce qu'ils le connaissent même mieux que vous. Si vous vous amusez, ils peuvent même vous l'enseigner. Et ce qui veut donc dire que nous connaissions Dieu, hein, nos ancêtres connaissaient Dieu, les pères de nos pères, les pères des pères de nos pères, et ainsi de suite connaissaient Dieu. Et donc ce que je veux dire, Fondmoira, c'est que on n'a pas besoin aujourd'hui d'être musulman. On n'a pas besoin aujourd'hui d'être chrétien parce que ce sont des religions importées. Ça, il faut le dire. Ça, il faut pas faire dans la langue de bois. Ça, il faut le dire. On célèbre Noël aujourd'hui, ce qui est ce qui est purement et simplement une hérésie. C'est une aberration. On sait très bien ce que le concile de Nicée avait mis sur pied. Ce sont des célébrations païennes. Nous, on était animistes. Et nous aujourd'hui, panafricanistes, nous avons le devoir, hein, nous avons même l'obligation de rappeler aux uns et aux autres que on n'a pas besoin de se déchirer parce que on est chrétien, parce qu'on est musulman, parce que bien évidemment, avant que le blanc n'arrive, on n'était ni musulman ni chrétien. On était simplement des enfants d'un être suprême, des enfants qui connaissaient, nous étions des êtres qui connaissaient un être suprême et on l'adorait à notre manière et ça marchait très très bien. Alors aujourd'hui, je trouve ridicule certes, mais dommage quand même que les enfants d'un même continent, les enfants d'un même peuple se déchirent aujourd'hui parce que l'être qu'ils vénèrent, qu'ils adulent, n'a pas le même nom selon leur compréhension. Qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Dieu, eh bien, il reste Dieu. Ce qui est encore très, très étonnant, c'est que on présente généralement la religion comme un aspect de tolérance, mais et malheureusement, là, on n'est pas tolérant quand on la pratique. Non, pas du tout, on n'est pas tolérant. Mais il y a un pays qui a fermé des églises, non ? Un pays africain qui a fermé les églises. Est-ce que c'est le Rwanda? Il y a un pays, je crois qu'il y a un pays africain, Martin, il y a un pays africain qui a fermé les églises. Bon, maintenant, est-ce que les mosquées vont suivre? Oui, parce que je pense que si il faut que les uns et les autres comprennent bien, s'il vous plaît. Ne mettez pas les émotions dans ce que je dis. Il faut que vous soyez un petit peu cartésien pour comprendre ce que je dis. Je ne dis pas que vous ne devez pas croire en Dieu. Je crois en Dieu, moi. Mais je vais dire ici que je ne suis pas chrétienne. C'est-à-dire que chrétien, c'est-à-dire que je ne crois pas en Jésus. Parce que Jésus, c'était simplement un être venu d'Israël. Si tant est qu'il a même existé, parce que vous avez justement des archéologues aujourd'hui, des historiens, qui, voilà, le Rwanda, voilà, Chokran Martin, aujourd'hui, qui pensent que ne pas être chrétien est une catastrophe. Non, du tout. Je suis plus proche de mes ancêtres à moi que d'un Nazaréen, que d'un obscur Nazaréen, d'un obscur Bethlémite, que d'un obscur Israélien. Je n'ai rien en commun à part l'humanité avec un Israélien. Il n'y a pas de raison que je prie Jésus que je ne connais pas et dont l'existence est même très souvent remise en doute. Je sais que je vais ébranler les fondements de beaucoup, mais il faut que vous compreniez que Jésus est une fabrication qu'on a imposée à l'Afrique. Maintenant, si Jésus est très bien reçu en Israël, et encore que selon le livre qu'on appelle la Bible, il y a une frange de la population qui a rejeté Jésus.
Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les Africains se sentent obligés d'adorer quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez même pas. Que vous ne maîtrisez pas. Mais maintenant, quand vous croyez en un Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui fait en sorte que vous vous mouviez, moi, si je lève mon bras, si je peux respirer aujourd'hui, c'est grâce à un être. Mais ce n'est pas grâce à Jésus. Je suis désolé, ce n'est pas grâce à Jésus. Maintenant, je suis libre de mes convictions. Et parce que je crois en un être suprême, en qui j'ai le mouvement, l'être et la vie, je ne vais pas aller combattre mon frère. Seulement parce qu'il ne l'appelle pas Dieu. Parce qu'il l'appelle Allah. Et qu'il ne l'appelle pas Dieu, je vais le combattre. Non, c'est ridicule. Le règne par la division doit s'arrêter. Croyez en Dieu, le créateur de l'univers. Parce que je te vois, parce que j'ai des yeux, eh bien, je le dois à un être. Mais je ne le dois pas à Jésus, je ne le dois pas à Mohamed. Je le dois à Dieu, celui qui fait en sorte que je puisse respirer et celui qui peut m'ôter ce souffle de vie. Je crois en cet être-là. Parce que moi, ma grand-mère me disait que on avait justement, quand ma grand-mère me rappelait l'histoire des colons, l'histoire de la venue des missionnaires en Afrique, on connaissait déjà Dieu. Revenons un petit peu par exemple sur les objets cultuels et culturels aujourd'hui qui défraient l'actualité parce que ils sont en train d'être rétrocédés. Mais ces objets-là, justement, nous rattachaient à la nature. Parce que Dieu est dans la nature. Dieu est dans ce que nous voyons. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Je ne vais pas aller m'enfermer dans un courant de pensée que je ne maîtrise même pas. Et je vais en faire un cheval de bataille qui va me permettre, enfin, qui va me conduire à détester mon frère, à le massacrer. Et pour qu'un gendarme comme Donald Trump viennent intervenir alors que je peux régler mon problème avec mon frère. Alors vraiment, il faudra que le Nigeria règle ce problème-là, que Bola Ahmed Tinubu règle ce problème-là, qu'il mette la paix et qu'il arrête donc du moins que le Nigeria ferme la porte aux influences extérieures parce que je suis convaincu qu'il y a des forces derrière qui font en sorte que les islamistes combattent les chrétiens ou alors que les chrétiens ripostent. Il n'y a qu'au Nigeria que beaucoup plus qu'on voit ça. Bon, même si on le voit ailleurs, ça peut être des cas isolés. Bon, maintenant, je prends un témoin. Ne me tirez pas dessus, hein, vraiment, lâchez ma veste. Mais je veux dire que ce n'est pas normal que des frères se combattent pour un être qu'ils adorent, pour un être qu'ils prient. Au contraire, il devrait avoir la paix. Je pense que dans un pays laïque, je pense que dans une communauté laïque, c'est-à-dire que la laïcité vaudrait que les musulmans, les chrétiens, les baptistes, les protestants, les évangélistes et les mormons puissent cohabiter. Ce ne serait pas l'idéal ? Bon, il faut maintenant dire, là, c'est ce que tu es en train de souligner, c'est l'idéal, en fait, la question de la laïcité, puisque l'être humain est une personne qui est libre de ses mouvements, libre de pouvoir fonder sa foi ou sa croyance, c'est ce qu'il veut. Malheureusement, cette même politique, on va dire, religieuse, n'est pas appliquée au Nigeria. Au Nigeria, on a des zones qui sont comme parfois des formes de bastions réservées, par exemple, à l'islam, par exemple, à la chrétienté. C'est la raison pour laquelle on a souvent des États où quand vous posez peut-être une action, vous vous souvenez, une fois j'avais parlé de deux influenceurs nigérians qui sont allés faire comme une sorte un post sur la toile, mariés et puis autres. Ils ont été condamnés à se marier parce qu'on avait dit qu'ils étaient en train de transgresser une loi de l'islam. Voilà. Donc, une loi de l'islam qui interdit l'homosexualité? Non, ce n'était pas l'homosexualité, c'était deux influenceurs, un homme et une femme. Ah, très bien. Un homme et une femme. Mais qui était de religion? Oui, mais en fait, ils ont estimé... Rafraîchis mes souvenirs, s'il te plaît. Redonne-moi le contexte. Le contexte, en fait, c'était que deux influenceurs, ils ont fait un post. Ils ont fait un post sur la toile. Je crois qu'il y avait un rapport entre les rapports, un homme et une femme, et qui, certainement, avait des lignes qui pouvaient être retrouvées au niveau de la religion musulmane. Sauf dans l'état où il se trouvait au Nigeria, c'était un état qui avait un contrôle largement dominé par l'islam. Et qui interdisait donc? Oui, qui interdisait donc, en fait, parce que dans le cadre qui interdisait les mariages interreligieux. Non, pas les mariages interreligieux, tous étaient des musulmans.
Très bien. Tout ça, en fait, quand tu les regardes, ce sont des personnes qui avaient... Ah, ils ont simulé un mariage. Oui, ils ont et simulé. ça n'a pas plu au gouvernement. Et ça n'a pas plu au gouvernement. On estimait que c'était quelque chose qui transgredait selon, bien sûr, la loi coranique. Oui. Et ils ont été condamnés Oui. par l'autorité. À se marier pour de vrai. À se marier Oui, pour de vrai. pour de vrai. Donc, c'est pour présenter un peu que là, c'est pour revenir un peu en Afrique. Hein, Oui. c'est le cas, malheureusement, de ce qu'on peut trouver, qu'il y a des États où on fait ci, on fait ça. Parce que le principe même de la religion, où tel est de l'autre, tel est de ceci, ça porte déjà en soi une certaine division. Oui. Mais maintenant aussi, pendant que ça porte en soi une certaine division, Dieu n'est pas quelqu'un qui est une entité qui est unique ou sur place. Oui. Dieu il est omniscient. il est omniscient. Il est Donc, omniscient, forcément, omniprésent. et dans la logique africaine, et peut-être même ce que les Hébreux ont eu à apprendre, chacun appelle Dieu en fonction de ce qu'il a vécu, de ce que Dieu a eu à apporter pour lui. Et de sa culture, de son environnement. Voilà, c'est pourquoi quelqu'un peut appeler Zamba, Zambi. Et chez moi, on l'appelle Belle. Voilà, et Lolombi, en fonction de ce que il a vécu, de ce qu'il a trouvé comme force au-dessus de toutes les autres forces. Bah alors. Ceux qui ont souvent parfois donné ces mots qu'on retrouve parfois en Pinté, par exemple Jéhovah, Jireh, ceci, c'est parce que dit que... Oui, mais ça vient d'Israël, ça. Oui, non, ça vient de chez les Hébreux, oui, chez les Juifs. Je dis non, je vais prendre un exemple dans le Oui. cadre de ce côté omniscient de Dieu pour dire que Oui. chacun le définit en sa manière. Oui. Chacun le définit en sa manière. Donc, pour moi, le principe justement de la religion, je n'aime pas souvent trop parler de la religion. Hein. Mais tu seras obligé, puis tu as évoqué le sujet. Non, j'ai dit que de façon générale. Oui. Parce que la religion en elle-même et en soi, c'est quelque chose qui est une forme d'importation et qui amène souvent les gens à s'entre-déchirer, à s'entretuer. Comme on le voit au Nigeria. Comme on le voit au Nigeria. Au Nigeria. Voilà, c'est pourquoi je dis que je n'aime pas souvent parler de ça. Je parle beaucoup plus d'un autre aspect de foi et de croyance. Je pense que là, chaque personne est libre de pouvoir le faire. Maintenant... Mais, voilà. Tu viens de mettre le doigt, la foi. La foi est un principe fondamental de liberté. La foi. La foi. Alors pourquoi est-ce qu'un musulman se sentirait blessé qu'un chrétien ait sa foi de son côté? Ce n'est pas normal. La foi est justement un principe de liberté. C'est-à-dire que pouvoir accorder, pouvoir accepter que l'autre pense à ce qu'il veut, l'autre pense ce qu'il veut, qu'il adore qui il veut, ne devrait pas me poser un problème à moi. Non, en principe, non. Ne devrait pas me poser. Parce que justement, si tu parles de conviction, parce que la foi, justement, est un quoi? C'est la conviction. C'est-à-dire que je suis convaincu de quelque chose jusqu'à preuve du contraire. Alors, tant que je ne fais de mal à personne, tant que je suis convaincu de ma foi dans ma chambre, et que si je peux invoquer un esprit ventru, fouchu, noir, blanc, jaune, tant que ça me concerne moi, et tant que je ne suis pas une pierre d'achoppement ou un problème pour toi, il n'y a pas de raison que tu me combattes. Mais maintenant, la même parole, la même Bible dit que ce même Jésus dit « son peuple périt faute de connaissance ». Parce que justement, c'est un mélange de traditions juives, judaïques, est-ce que tu veux, qui nous a été imposé ici. On n'y connaît rien, on ne comprend rien, mais on en a fait un cheval de bataille, un violon d'Ingres, ce qui n'est pas normal. Je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas musulmane, je ne crois ni à Jésus ni à Mohamed, mais sauf que jamais, au grand jamais, je n'irai m'insurger ou me lever contre ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en Mohamed, parce que c'est une question de foi et de conviction, et donc j'ai l'obligation de respecter ça. Mais ce que je n'accepterai pas, c'est que quelqu'un vienne essayer de me prouver que Jésus... Non. Donc en fait, c'est le respect. Et je pense que les musulmans et les Nigérians peuvent vivre au Nigeria sans que les uns n'aillent empiéter sur le territoire des autres. Puisque la finalité, c'est quoi selon eux? Eh bien, c'est d'adorer, d'être au service de cet être suprême que les Français ont appelé Dieu, mais que nous appelons Nzambe et Lolombi, Tatabey, Loba, Nyambe, Nyambi. Alors peut-être mon commentaire pour sortir, parce que c'est un sujet quand même qui est très important, oui. Parce que pour en finir, je crois que certains États qui laissent la liberté à tout individu de faire et pour apporter une meilleure cohabitation, ont institué ce qu'on a appelé, avec notamment les leaders religieux, les clergés, qu'on a appelé l'œcuménisme. Dans l'œcuménisme, pour que ça apporte un côté sain de la chose, pour que l'un ou l'autre ne puisse pas se sentir
soit marginalisé ou bien peut-être qu'il soit pris comme la meilleure religion. Je disais qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que les religions sont faites de dogmes. Oui. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. C'est purement et simplement que des dogmes. C'est la raison pour laquelle. Que des dogmes. Personnellement, je n'aime pas en parler. Et puis même dans ma croyance ou bien dans ma foi, l'élément qui concerne la religion, quand je me rencontre même dans un échange, tu m'apportes une forme de religion parce que je sais ce que cela renvoie automatiquement. Pour ne pas qu'on arrive à une bagarre, je préfère te laisser parce que la liberté, elle est très importante. Et puis moi, c'est ce que moi j'ai appris que on n'oblige pas quelqu'un à faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle je suis davantage toujours aéré, même quand on parle de l'importation. Mon problème n'est pas une question d'importation. Chaque personne peut aller quelque part et pareil forme une colonie. Mais le problème, c'est que ceux qui sont venus avec ces religions-là, chez nous, ont utilisé des moyens de combat, des moyens de guerre. Mais bien sûr que oui. Ils avaient la Bible, la Bible dans une main et une calache dans l'autre. Donc, imposer quelqu'un de faire quelque chose, c'est là où c'est pas bien. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le libre arbitre dont on parle, généralement, qui doit le laisser. Or, c'est quoi justement, en réalité, ça devrait être dans le principe de libre arbitre. C'est-à-dire que permettre à quelqu'un d'être convaincu de quelque chose et de le laisser libre. Très bien. Voilà. Tu exposes un fait à quelqu'un, il est libre de te croire ou pas, d'accepter ou pas. Pas parce qu'il n'a pas adhéré, qu'il soit traité de ci ou de cela. Et c'est ce que je vais donc dire que l'action menée, parce que finalement, c'est Trump qui va être notre sujet aujourd'hui. Mais le fun. Il y a quand même un souci parce que Bola Ahmed Tinubu, ne serait-ce que parce qu'il s'appelle Ahmed, ça veut dire qu'il est musulman. Oui. Et enfin, je sais pas, est-ce que tu comprends un peu sa posture? C'est-à-dire que, donc, c'est sa religion, donc ce sont les membres de sa religion qui sont en train d'assassiner les membres d'une autre communauté, une communauté religieuse. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas... J'ai bien dit que je n'aimais pas les questions de la religion parce que dans le cas, par exemple, de l'islam, on trouve ce qu'on appelle souvent généralement des radicaux. Oui, il y a des extrémistes. Il y a des intégristes, il y a des radicaux, il y a des extrémistes. Et c'est ce côté extrémiste-là qu'on n'a jamais aimé du tout. Ceux qui sont vraiment de la pure souche de l'islam vous présentent... généralement, on dit souvent que le bon musulman, c'est une personne qui est une personne pieuse, qui est une personne qui est accueillante, qui est charitable, qui est tolérante, qui est amour, qui ne vient pas vous imposer quoi que ce soit. Alors, le côté, justement, de ceux-là qui imposent des extrémistes, c'est un peu le cas où je ne voudrais pas évoquer une secte terroriste qui était à la fois au Cameroun et au Nigeria, et parfois au Niger, parce qu'ils voulaient imposer aux gens à suivre un modèle, justement, de religion. Oui. Et c'est ce côté-là, justement, qui n'est pas bon. Donc, malheureusement, le président s'est retrouvé, Bola Ahmed Tinubu, a dit qu'une communauté qui perpétue des actes d'exaction. Des exactions sur une autre communauté. Non, il a intérêt à faire quelque chose, hein, parce que sinon son pays va voler en éclats. Ils sont 250 millions d'habitants au Nigeria. C'est la raison pour laquelle des pays comme quand on regarde le Cameroun, on se dit que nous sommes dans un pays qui est béni. Parce qu'au-delà... Le Cameroun est laïque. Oui, au-delà justement de plusieurs langues que nous avons, et de plusieurs religions. Il y a cette liberté-là pour tout un chacun. On ne va jamais entendre que tel allait attaquer l'autre, encore même qu'on s'en fout même de toi, de ce que tu es en train de faire. Il y a des célestes, c'est-à-dire que ceux qui marchent pieds nus là, il y a des baptistes, il y a même la foi Bahaï, il y a les évangélistes, il y a des adventistes, il y a des catholiques, il y a des protestants, mais personne n'est jamais allé bombarder qui que ce soit, personne n'est allé jamais agresser X ou Y, parce que l'un croit en Jésus et l'autre croit en Mohamed, l'autre croit en Confucius. On a même des bouddhistes ici. Oui, il y en a. Voilà. Il y a même ceux qui croient en Confucius, en Bouddha. Ça, ce sont des religions importées. La religion, je vais te dire quelque chose, moi, Fonmoha, je n'ai pas besoin de religion pour parler à Dieu, pour parler à cet être que je pense au-dessus de moi. Je n'ai pas besoin de Jésus. C'est écrit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité, la vie, mais c'est faux. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Parce que si je me porte bien, si je me sens bien, quand je prie dans ma chambre, quand je pleure sur mon oreiller parce que je suis mal, parce que j'ai un problème, parce que je suis simplement fatigué, et que je commence à crier à Tata Bey, et que je commence à gémir aux pieds de Tata Bey, Jésus n'est jamais à côté. Hein.
et que j'ai la solution, et que j'ai dans cette paix, je ne la dois pas à Jésus, je la dois à celui que j'appelle Bel, à celui que ma grand-mère appelait Bel, à celui que mon grand-père dont je porte le nom s'appelait Bel, à celui que ma mère priait s'appelait Bel. Alors, je n'ai pas besoin d'être catholique, adventiste. Je suis en train de choquer, je sais. Je suis en train d'ébranler les fondements même de la foi de beaucoup. Mais je ne suis pas en train de dire que vous devez laisser votre Jésus parce que justement, ça c'est votre croyance. Mais il faudrait également que les uns et les autres puissent respecter que je ne crois pas à Jésus, que je ne le connaisse pas, que je ne connaisse pas Mohamed parce que je n'ai rien en commun avec eux. Jésus, il était israélien, il était juif de la Judée là-bas. Je suis même jamais allé en Israël. Je ne suis jamais allé en Israël. Bon, peut-être que j'irai un jour parce que j'ai des amis là-bas. J'irai peut-être boire un café à une terrasse, c'est pas moi. Mais je vais pas. Non, je suis camerounaise et puis je me sens très très bien dans mes croyances à moi. Hein, le révérend. Voilà. Alors, mais maintenant que les Nigérians, ils sont d'abord frères avant d'être musulmans et chrétiens. Bon, justement, ça, c'est qu'on souhaiterait qu'il y ait. C'est pourquoi j'ai dit que les importations, l'action peut-être de Donald Trump, je pense que Donald Trump a agi là en un véritable extrémiste. Oui, parce que ce sont des extrémistes qui agissent là, parce que sinon, quand même, au nom de la tolérance de l'Église, oui. Au nom de la tolérance de Dieu, ou encore même de Jésus, parce que Donald Trump est un chrétien, il ne devrait pas le faire. Malheureusement, comme j'aime bien souvent à le dire, j'aime souvent à le dire de façon très claire que l'Église même, elle est sainte. Je crois que l'Église, dans son sens, elle devrait être sainte, mais ce sont des gens qui sont à l'intérieur. L'Église est sainte. Non, ça, vraiment, je ne suis pas dans une discussion avec toi. Tu me laisses libre dans mes propos. Tu parlais, tu as parlé, tu as laissé libre. J'ai dit que l'Église... Avec les massacres et tout ça, les inquisitions... Laisse-moi, je termine ce que je suis en train de vouloir dire. J'ai dit, l'Église en elle-même, je crois qu'elle devait être sainte. Parce qu'il a parlé de tolérance, il a parlé de liberté et tout qui devait se faire. Mais c'est ceux qui sont en l'intérieur, qui la pratiquent, qui la rendent ce qu'elle est, qui lui donne la forme de ce qu'elle est aujourd'hui, cette église de division, cette église de ceci. Est-ce que maintenant tu as compris le temps de partir? Je voulais que tu voulais m'arrêter pour... Alors, je vais dire un message de quelqu'un un message qui m'a intéressé justement sur Facebook concernant, je crois que je vais effectivement... Voilà, concernant, notamment, où est ce message-là? Très bien. Voilà, quelqu'un qui aura écrit beaucoup plus au niveau justement de là-dessus. C'est vrai que c'est long, hein? Waouh! Oui. Mais ça, c'est tout un argumentaire. C'est tout un argumentaire, là. Ben, ça, non, ça, je ne peux pas tout lire, ça. C'est beaucoup, là. Il dit qu'il a tout écrit, toute une analyse. C'est par rapport à quoi? Par rapport au sujet qu'on est en train de parler. Oui. C'est toute une analyse. Vraiment, ce sera trop long. Ce sera trop... Je ne peux pas tout lire. Mais comment quand même enfin, je sais pas, non, tu vas quand même pas mettre de côté l'avis, la réaction. Je n'ai pas dit, j'ai dit qu'il y en a, mais que c'est trop long. Il a dit l'impérialisme en habit de sauveur, démasquant l'intervention américaine au Nigeria, Falcao Patrice. Donc il a fait toute une analyse. Oui. Donc vous voyez que si je pars, donc j'invite les uns et les autres qui sont venus nous suivre, aller sur la page Facebook de For You Media. On va trouver vraiment toute une analyse qui est bien structurée, vraiment que ce monsieur a eu à poser pour qu'on y arrive là. Donc il y en a qui estiment que c'est une nouvelle recolonisation de l'Occident, même si on aurait bien sûr aimé qu'il n'y ait pas de tuerie, mais nous sommes en train de condamner l'action américaine du côté du Nigeria. Le Nigeria a les possibilités et les moyens de pouvoir régler ce conflit en interne lui-même, amener les uns et les autres à pouvoir, dans le cadre de la liberté et de la laïcité, cultiver une religion de tolérance où les uns et les autres, comme nous disions ici, doivent croire en qui ils veulent, doivent faire ce qu'ils veulent de leur croyance et de leur foi, n'ont pas obligé les uns et les autres à vivre sous la coupole de quelqu'un. Mais la vraie religion, le fondement, c'est l'amour. Hein? Il n'y a que ça de vrai. Oui, Martin. Mais la vraie religion, c'est l'amour. Mais cette religion où les uns se fracassent, les uns tuent les autres. Non, mais d'où est-ce que quelqu'un va aller abattre son frère parce qu'il n'appelle pas cet être humain de la même manière? Non, ça n'a pas de sens. Mais au contraire, c'est-à-dire que ça remet en question le fondement même de ce qui devait être la religion. La religion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es relié à un être. C'est ça la religion en réalité. Même si je suis pas d'accord avec ce qui se
passe dedans. Mais la seule religion, la seule vraie religion qui tienne, révérend Mwara Fonmwara, c'est l'amour. Alors si tu ne peux déjà pas aimer ton frère nigérian, bah, comment vas-tu aimer Dieu? Comment vas-tu l'aimer? Tu n'aimes déjà pas ton frère, comment? C'est pourquoi j'ai dit que je n'aime pas trop la religion. Il y a un paradoxe faux qui est à l'intérieur. C'est pourquoi nous appelons vraiment à une culture de tolérance. Ouais. J'ai des amis chrétiens, moi je suis des amis musulmans avec qui on s'assoit, on mange, mais quand on voit qu'une religion, pour au nom de la religion, on part faire des choses, ou faire ceci, après on commence à dire au nom de ceci. Les extrémistes, on ne les veut pas. Donc, vraiment, on n'est pas d'accord avec la politique de Donald Trump. Le Nigeria doit même faire sa propre manière de travailler. En démontrant ainsi sa souveraineté. Est-ce que tu sais, Mwara, que si on venait à fermer les églises, les mosquées, les temples, les synagogues, les chapelles, est-ce que les consistoires, ce que tu veux, est-ce que tu sais que la fermeture de ces maisons-là réconcilierait beaucoup avec le Dieu le vrai? Bon, je crois que pour ceux qui sont sincères dans leur action, la réconciliation se ferait. Tu as évoqué tout à l'heure, c'est dans l'ouverture que j'ai eu à apprendre, on n'a pas toujours forcément besoin de passer peut-être par un canal. La nature même en elle-même nous montre la présence de Dieu. Non, mais oui. Écoutez, je suis tellement ouvert dans le sens de pouvoir le comprendre. Donc c'est pour indiquer que si même dans la pratique de la religion où les gens y vont et que les gens sont sérieux dans ce qu'ils font, des personnes qui sont sérieuses du moins ont un contact, ont un canal. Maintenant, si vous n'avez jamais été sérieux dans ce que vous faites, et même si peut-être on coupait les ponts de la religion et que vous n'avez jamais été sérieux dans votre action, même ce lien-là, vous n'allez pas le garder. Donc, je pense que c'est une question de sérieux de ce qu'on fait. Quand on a un attachement vis-à-vis d'une chose, on accorde de l'importance à cela et puis automatiquement, ça peut donner ce que ça peut donner. Mwara, lorsque je pense à toi très fort et que tu m'appelles, ça t'est arrivé ou pas? Ce sont des choses qui arrivent, je pense. Tu penses à moi très fort, soit je t'appelle, soit je t'écris un message, soit toi et moi on se croise. Ou alors je manifeste très très fort l'envie de quelque chose et dans les heures qui suivent, je reçois cette chose-là. Je n'ai pas eu besoin de passer par Jésus, par Mohamed pour ça. Non, ça c'est un phénomène qui existe, ça relève même de ce qu'on appelle la connexion avec notamment les ondes. Parce que tout, avant que cela n'arrive, c'est une forme matérielle, c'est d'abord une forme immatérielle. Donc il y a tout un ensemble, je vais dire quoi, de mécanismes métaphysiques. Bah, tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux. Ben, cette femme, qu'est-ce qu'elle est en train même de vouloir mener? Je crois. Tu vois quand tu veux. Non. Mais je t'adore quand tu es comme ça. Je t'adore quand tu es comme ça. Je suis comme ça. Je n'aime pas quand tu fais ton bassa, quand tu fais ton jet. Non, je suis vraiment quelqu'un de... Vraiment, je suis... Tu vois quand c'est pourquoi j'ai dit... Non, ce sont des mécanismes qui sont clairs, puisque moi, j'expérimente ça de façon constante. Ah ben voilà. Parfois, je suis en train de mimer une chanson, qu'elle soit une chanson gospel, une chanson du Makossa, et bien, je mime la chanson, je me rends compte quelque part aux alentours que la même chanson est en train de jouer. Parce que les ondes t'ont traversé. Donc, et ce n'est pas à Jésus que tu le dois. Ce n'est pas à Mahomet que tu le dois. C'est un fait que de manière constante, je le fais. Il y a des moments où parfois je suis comme ça, je suis en train de regarder peut-être comme Kelly est en face de moi là, peut-être il a le regard tourné, je reste concentré, je dis, Kelly, retourne-toi, tu me regardes. Oui, la télépathie. Et le phénomène de déjà vu. Parfois tu me regardes. Oui. Et bien, il se retourne. Il va se retourner. Oui. Après, je lui fais signe, si je voulais lui faire le signe de la main. Donc, il y a... Mais tout ça, parfois, il y a de façon naturelle. On a ça. Maintenant, d'autres personnes... C'est une force que l'humain a en lui. Et c'est une force que Dieu a mise en lui. D'autres personnes ont travaillé encore ça davantage. Oui, on ne doit pas... Oui, on ne doit pas... On ne doit ça ni à Mohamed, ni à Jésus. Bon, maintenant, Mwara, en réalité, les Africains, les vrais, n'ont pas besoin d'être musulmans ou chrétiens. Ça, c'est... Oui, on n'a pas besoin. Donc moi, je n'ai pas besoin de passer par quelqu'un parce que moi, je suis foncièrement jalouse. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un intermédiaire lorsque j'ai envie de parler à Dieu.
Je n'ai pas besoin, et ça m'énerve. Je ne veux pas avoir un Ne intermédiaire. t'énerve pas, on va passer à un autre sujet. Oui, Merci. allons-y. Voilà. Voilà. Parce que le sujet du Niger nous a pris ton temps, mais il était très important parce qu'il y a quand même une action extérieure qui s'est améliorée au niveau du Nigeria. On prône tout simplement, ne soyez pas méchante avec Pharaon. Elle dit ce qu'elle pense, donc nous sommes dans une forme de liberté. Quelqu'un est méchant avec moi? Non, j'ai dit c'est moi qui suis en train de dire pour ceux-là qui nous suivent. J'ai pas Oui, dit mais que- oui, mais je te connais, si tu le dis, c'est parce que quelqu'un Personne veut n'a être eu à méchant. écrire. Quelqu'un veut être méchant avec moi? Personne, je n'ai vu personne. J'ai dit ne soyez pas. Pourquoi tu leur dis de pas être méchant avec moi? Je vais me défendre. Wesh. Non, tu t'es déjà défendu, non? Ah, très bien. Voilà, donc on va passer, puisqu'il nous reste Je pratiquement ne peux pas être panafricaniste et être chrétienne, ça n'a pas de 45 sens. minutes et on a eu des musulmane. sujets, notamment le cas du Nigeria, c'est un sujet qui était très Oui. important d'évoquer parce qu'il est d'actualité avec ces informations officielles. Maintenant, on a eu à évoquer le cas du Niger qui a affiché la forme de la réciprocité envers les Oui. États-Unis pour le visa. Oui. Alors, on applaudit encore le Niger, décidément. Moi, je pense que le Niger est dans une forme de souveraineté. Oui. Et puis, quand on discutait tout à l'heure avec Guinée, il évoquait le fait justement que, quand il y a eu justement la base militaire des États-Unis qui a été enlevée, ça a eu à faire aussi Une bonne un affront. Un affront. Et puis, Une bonne nouvelle. on sait aussi que l'Africom agissait beaucoup plus dans les pays du Sahel. Donc, depuis le moment où ces pays n'ont plus voulu qu'il y ait une présence, on va dire, impérialiste dans une nation militaire. Oui. Ça a créé beaucoup de remous. Et dans l'action, la politique menée par Donald Trump ces derniers temps, si on se rend compte que c'est vraiment une politique, elle est plus qu'impérialiste. Les gens ont pensé peut-être que c'était un président qui devait faire les choses, mais c'est une forme de colonisation douce. Il est venu à une forme de monsieur qui avait l'impression quand même de pouvoir gérer, mais cependant en imposant beaucoup de choses parce qu'il fait également mal aux pays des Sud-Américains, notamment le Venezuela et la Colombie, qui ne sont pas du tout d'accord avec sa politique. Mais sinon, la réaction du Niger, c'est bien, non? Et oui, il y a quelques temps, je pense que c'est le Niger qui avait fermé son espace aérien, c'était le Burkina Faso, je crois, à une compagnie aérienne tricolore, bleu, blanc, rouge, quelque chose comme ça. Et si aujourd'hui le Niger applique le principe, non mais j'adore ce terme, le principe de réciprocité, c'est un acte fort, parce que jusqu'ici, les Américains se pensaient le gendarme du monde. Est-ce que tu sais, enfin, je sais pas tant que je vais l'apprendre, Moira, que les Américains ont ceci de particulier qu'ils se sentent au-dessus. D'ailleurs, leur slogan, c'est let Great America Again. Oui, ça, c'est le slogan de Trump. Oui, c'est-à-dire que même la bouffe, la gnôle, tout ce que tu veux, la politique et tout ce que tu veux. Cinéma. Le cinéma. Là-bas, alors, d'ailleurs, ils ont fait la guerre du Vietnam. Ils ont rasé les Vietnamiens qu'ils appellent de manière péjorative les Viet Cong. Ils sont toujours sous la menace d'une attaque extraterrestre. Voilà, on a vu ça avec les Bruce Willis, les Will Smith, tout ce que tu veux et tout ça mais et puis, ils veulent transposer ça même dans la diplomatie et tout ça. Et ils se sont dit que ils peuvent s'amuser à interdire du territoire les ressortissants nigériens. Ils se sont dit non, le Niger c'est qu'un petit pays, ils vont rien faire, ils n'ont même pas une puissance de feu, et ils n'ont aucune politique gouvernementale. Déjà, on a la rancune parce que oui, ils ont récupéré leur uranium à notre copain de la France. Mais si aujourd'hui le général Abdourahmane Tiani estime que tant que vous ne nous respectez pas, eh bien, nous, on va vous manquer de respect 3 fois. Moi, je suis super heureuse. Et encore, c'est un doux euphémisme de dire que je suis content. Mais je bois du petit lait, c'est-à-dire que je suis aux petits oignons. Je suis en train d'assaisonner Donald Trump aux petits oignons. C'est un camouflet, en fait, que le Niger vient d'infliger aux États-Unis. Parce que je pense que jamais, au grand jamais, même dans ses cauchemars les plus farfelus, jamais il n'avait imaginé qu'un petit pays, entre guillemets, du tiers-monde puisse tenir tête aux géants américains. Alors c'est très simple. Si les Nigériens sont interdits de territoire de séjour aux États-Unis, eh bien on va appliquer la même chose. Parce que déjà, le gouvernement nigérien a annoncé l'interdiction totale et définitive de délivrance de visas aux ressortissants américains. Parallèlement, dont l'accès au territoire est suspendu pour une durée déterminée.
indéterminée. Alors cette décision radicale s'inscrit dans une logique de réciprocité diplomatique en réponse aux restrictions imposées par Washington. Alors Niamey entend démontrer que sa souveraineté ne saurait être négociée. Et donc au-delà de la riposte, le Niger affirme une volonté politique plus large, celle de consolider son indépendance et de se positionner comme un acteur autonome sur la scène internationale. Alors dans un contexte régional marqué par des recompositions géopolitiques, cette posture traduit une détermination à défendre ses intérêts face aux grandes puissances, en particulier les États-Unis. Bon, alors, on parle des implications. Alors, les implications de cette rupture sont multiples. Isolement accru, tensions diplomatiques, mais aussi un signal fort envoyé à la communauté internationale sur la capacité du Niger à tracer sa propre voie. Parlons-en. Alors, j'ai discuté de ça avec Martin, il y a quelques jours. Martin qui était un peu dubitatif. Bon, Martin qui avait à cœur les intérêts des Nigériens, qui se disaient, mais bon, ok, c'est bien beau d'imposer des restrictions en réaction aux États-Unis. Bon, mais maintenant, est-ce que le Niger aura suffisamment les tripes de la politique, de moins de sa politique? Et je disais à Martin, oui. Parce que justement, le général Abdourahmane Tiani, qui est le président du Niger, sait sur quoi il compte. Lorsque, par exemple, il applique le principe de réciprocité. Le Niger, aujourd'hui, a récupéré son uranium et qui va le vendre environ, je sais pas, je crois que la cagnotte s'élève déjà à environ 220 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. Le Niger, aujourd'hui, va utiliser son uranium, va le transformer pour justement permettre... pour permettre peut-être aux ressortissants nigériens qui seraient éventuellement chassés des États-Unis. Alors, s'ils veulent revenir au Niger, il faut bien qu'ils trouvent des emplois, il faut bien qu'ils trouvent, je sais pas moi, qu'ils puissent se réinsérer, parce qu'il y en a quand même qui sont partis depuis un moment, qui ont perdu, déjà les repères et tout ça. Mais comme a dit le général d'armée Assimi Goïta, qui est le président du Mali, il leur a dit, si on vous chasse ailleurs, revenez ici. Parce que déjà, ils sont déjà en train de mettre sur pied une banque. Une banque sahélienne, une monnaie, il y a l'or, il y a le phosphore, il y a le lithium, il y a l'uranium du Niger. Donc ceux qui vont être chassés là-bas, s'ils reviennent, ils ne vont pas se retrouver le CUL par terre. Ils seront debout parce que justement, ils vont trouver des infrastructures, ils vont trouver que le pays se modernise, le pays est plus ouvert à accueillir ceux qui n'avaient plus de repères au pays, ils vont retrouver un travail, ils vont retrouver ils seront chez eux. Parce que ce qui peut faire peur aux Africains qui sont de l'autre côté, parce que il y a une sécurité sociale, la santé peut être gratuite et tout ça. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso vient d'inaugurer plusieurs centres de CHU, plusieurs centres hospitaliers, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que les médecins qui ont été formés là-bas peuvent revenir travailler. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Et puis, il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance. Il faut qu'aujourd'hui, les Africains se disent que l'Afrique doit devenir également un Eldorado, une destination. Aujourd'hui, les jeunes qui bravent la mer, le désert, les passeurs doivent pouvoir se dire non, je n'ai plus besoin de ça. Si je dois aller visiter du monde, si je dois aller voir le monde, que je prenne un avion normalement, que je prenne un bateau, un navire normalement, et que je ne voie plus dans des conditions où je peux mourir toutes les 10 minutes ou même toutes les 3 minutes, et que ceux de la diaspora qui sont là-bas aient envie de revenir chez eux, parce que justement l'Afrique sera devenue une destination. Et je pense que l'exemple de l'AES est un exemple patent, probant, pertinent, qui devrait nous inciter, nous autres, à se lever, à revendiquer notre souveraineté. Et pour être souverain, il est vrai, ça coûte cher, parce que la liberté a un prix, la liberté a un coût, il faut avoir les moyens, et l'AES est en train de nous démontrer un bel exemple. Le Mali ouvre une usine d'armement, le Burkina Faso envoie ses jeunes se former dans le nucléaire, le Niger récupère son uranium. Alors déjà la monnaie de l'AES sera adossée et sur l'or, et sur le lithium, et sur l'uranium, et ce que tu veux. L'uranium pour l'énergie, l'or pour ce que tu... Donc moi, tu vois, je suis enthousiaste quand je pense à ça, parce que moi, tu peux pas, c'est pas à toi que je vais le dire, tu imagines très très bien l'amertume qu'on a souvent
à vouloir partir d'ici parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'arrive pas à se soigner. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de régler sa santé, son argent, son éducation, son bien-être. Et puis, le tourisme. Il faudrait il faudrait que l'Afrique devienne un petit peu comme, je sais pas moi. Et puis, on l'a. On a de beaux paysages, on a de beaux endroits, mais il suffit simplement qu'on les mette en valeur et qu'on arrête de penser que Santorin ou Santorini, par exemple, au large de Chypre et pas très loin de la Grèce, qu'on appelle la ville blanche, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je prends ce parallèle, qui aujourd'hui subit le tourisme de masse, alors que Santorini, qui s'appelle Santorin en France, enfin, qui s'appelle la ville blanche, et justement, il y a ce côté virginal qui est en train d'être salué aujourd'hui parce que, comme une vierge qu'on devait préservé, aujourd'hui est en train d'être agressé, exploité, envahi. Bon, le tourisme c'est bien, mais le tourisme de masse peut avoir ceci de désacralisateur. Et ça, on ne peut pas l'accepter, mais on voudrait que l'Afrique, on se dise, ah tiens, un peu comme le Wakanda, qui certes reste un pays imaginaire, mais que l'Afrique soit ce continent avec la plus puissante technologie. Je pense qu'à une époque, on était comme ça. Mais ils sont venus, ils ont démoli, ils ont pillé, ils ont volé, ils ont tué, ils ont assassiné. Et aujourd'hui, ils disent qu'on est pauvre. Non, on n'est pas pauvre. Je suis désolé, on n'est pas pauvre. On n'est pas pauvre. On a le diamant, on a l'or, on a le lithium, on a le cobalt, on a l'uranium, on a le coltan. Mais justement, le coltan rentre dans la fabrication des engins, du nucléaire, enfin, c'est pas des réacteurs. Alors, il faut simplement qu'on apprenne à transformer nos ressources. Et de plus en plus, quand même, les Camerounais, il y a par exemple, je crois, le Zimbabwe ou le Botswana qui s'est réapproprié son diamant et qui va recruter des ingénieurs qui vont nous apprendre à transformer nos ressources. Et puis, je te promets, Ouara, d'ici peu, ceux de là-bas auront envie de venir aux États-Unis d'Afrique. Oui, on aura besoin de venir aux États-Unis. Du moins, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Et ça, c'était le rêve du guide libyen. Mais le guide libyen, Mohamed Kadhafi, mais... Ils le font déjà en Angola. Ils le font déjà En Angola. Ils font déjà ça en Angola. Ben voilà, tu vois. Mais le type qu'on appelle ça à causer là... Bon, maintenant, oui, peut-être pour chuter à ce que tu as eu à dire avant de peut-être faire aussi mon petit commentaire. Le fait aussi, c'est qu'au-delà, justement, du développement africain, technologique, voire industriel, il faudrait qu'il y ait vraiment cette unité, cette connexion africaine. Parce que si on arrive à des pays qui, peut-être, vont se développer un peu plus vite que d'autres, et qu'ils continuent à regarder peut-être leurs frères africains comme étant un peu des personnes qui sont de moins que rien. En fait, c'est ce qu'on déplore, parce qu'on a souvent parfois eu à assister à des pays, quand vous regardez peut-être l'Afrique centrale, avec le voisinage, non, vous êtes envahisseurs, non, vous faites ici, non, vous n'êtes pas ça. Ce côté-là est davantage déploré. On a besoin que l'Afrique grandisse en termes de valeurs, d'abord pour restaurer nos valeurs africaines, mais également aussi en termes notamment de plus-value dans le facteur du développement de la société. Peut-être mon petit commentaire sur le cas du Niger. Je crois que du moment où le Niger, avec la ligne directrice de l'AES, a commencé à quitter les organisations internationales, ce pays s'est positionné sur une ligne de souveraineté, une ligne où tu ne me fais pas peur. C'est peut-être parce que tu penses que tu as tout là-bas que je vais baisser le regard devant toi. Non, tu ne baisses pas le regard. Un peu pour faire comme l'un des meilleurs catcheurs du monde en termes de titre, John Cena, never give up. Donc, je n'abandonne pas devant toi. Je me tiens fermement debout. Donc, ce n'est pas le principe de la réciprocité. Du côté du Niger, je pense que c'est devenu un élément qui est naturel. Le Niger n'applique plus cela comme une forme de il faut que je montre que j'ai... Non, mais ils sont déjà dans leur botte. C'est déjà clair. C'est clair. Aujourd'hui, tu fais quelque chose vis-à-vis d'un pays de l'AES, le gars te répond directement, ça ne traîne pas, pour te dire OK, comme tu penses que tu peux nous tenir parce que tu es ici là, nous aussi également, voilà ce que nous faisons. Et je voudrais indiquer que, comme on pense que ce sont les Africains qui vont beaucoup plus parce qu'ils recherchent, ces blancs-là, comme des pays, ils appellent ça le leucoderme, lorsqu'ils viennent, ils ont besoin beaucoup plus de ce que nous voulons. Parce que quand ils viennent, j'ai vu récemment un documentaire où des Européens sont quittés depuis l'Angleterre, un couple,
pour venir s'installer, je crois, au fin fond, ça devait être peut-être de la Mozambique. Oui. C'est-à-dire que dans une brousse où il n'y a même pas d'électricité, Oui. ils disent qu'ils préfèrent l'air naturel, l'air vraiment, c'est cool, c'est libre. Ils Oui. grandissent là depuis pratiquement 10 ans et ils sont éloignés Oui. de la ville. À partir de là, ils commencent à penser peut-être à pouvoir se créer. Pourquoi? Ils ont abandonné leur pays. C'est parce Oui. que l'Afrique, comme tu le disais, est ce continent-là, à défaut d'être vierge, mais qui a beaucoup plus de valeur et de Oui. ressources. Oui. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'on parle Afrique, je pense Oui. toujours à Cheikh Anta Diop avec son ouvrage L'afrocentrisme. Yeah. Elle dit que, Oui. elle dit que pour présenter que l'Afrique Oui. est au Oui. centre de Oui. l'humanité. Donc, Oui. quand ils viennent, ils ne nous font pas du mal. Hein. Nous pensons généralement qu'ils nous font du mal parce que on a envie de partir là-bas, on a envie de faire ceci. Mais Oui. si également ils viennent chez nous, eux, ils viennent beaucoup plus en exploitation. Parce qu'il Oui. est difficile que Oui. Oui. nous chassions des Blancs en Afrique parce qu'on a toujours l'impression que les Blancs sont supérieurs à nous. Oui. Par Oui. contre, quand nous allons dans leur pays, Oui. eh ben, on a une date de péremption. Hein. Il y a la date de péremption. Oui. On commence à indiquer que... Il faut que tu rentres Oui, il faut bientôt, que tu rentres oui, chez ton toi. visa, voilà, Oui, il faut que tu bientôt. repartes. On te met la pression. La date de péremption On te fait est venue. sentir que tu n'es pas Très chez bien. toi Et et, même- que tu dois rentrer. Très bien. Voilà. Et même lorsque tu dis que tu as eu à signer une nationalité, ben, Oui. c'est à des gros prix Oui. d'avoir la nationalité Oui. de leur pays. Oui. Donc, vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que Oui. non, mais il y a une situation aussi dans Oui. la ville de Douala, pour être précis, Oui. où un blanc, ben, je vais le dire, était locataire à Bonamoussadi. Non, Oui. locataire même, je crois que oui, parce qu'il avait eu à prendre notamment une maison Oui. où il avait des rapports avec une femme, je crois, soit qui avait aussi vécu en Europe, et ils ont eu de bons rapports. La dernière, elle est décédée. Alors le monsieur, ce blanc-là, Oui. il est resté dans la maison pendant près de 2 ans, sans toutefois même se dire que... Il ne versait pas de loyer? Oui, il doit me céder même quelque chose. La famille a intenté tous les moyens possibles. Ben, Oui. le Ndonman est toujours resté dans son affaire. Ben, quand on dit Ndonman, ça veut dire que le gars qui veut penser qu'il a l'esprit un peu élevé. Et on l'a laissé faire? Non, Il ben... n'y avait pas de garçon dans la famille non, là. justement, à des femmes de garçons, les mamans, tu connais des mamans Comme de c'est le Douala. blanc, comme c'est le Non, blanc. attends, tu connais des mamans de Elles ont Douala. attaché le foulard sur le cabas. Eh ben oui. Wenge te wenge. On est venu avec Wenge te Caterpillar. wenge te wenge. C'est le- La lait nous mukala. C'est Wenge te wenge. le ronflement du Caterpillar qui a fait sortir ce dernier de la maison. Wenge te wenge. Oui, il a compris que à l'heure là où il était, il fallait à tout prix qu'il dégage. Il est sorti avec ses effets comme un chien avec la queue entre les jambes. Wenge te Donc, wenge. vous voyez un peu comment, quand les gars viennent, les gars nous imposent un rythme de vie Ouais, ouais. chez nous. Ouais. Quand vous partez chez eux, Vous pouvez pas faire ça. vous n'êtes pas libre. pouvez Ben, pas- il faut même regarder même que Non, vous quand un pouvez pas blanc faire ça vient, chez eux. Mais oui. arrivé au niveau de la douane aéroportuaire, Oui. parfois on n'a même pas envie de contrôler ses papiers, si c'est à jour ou c'est pas à jour. Oui, oui. Comme c'est le blanc, Oui. mais on est à une position vraiment très humiliante Oui. où on le voit toujours comme le chef. Oui. Mais quand vous arrivez à la On douane... vous prend de haut. on prend de On haut. vous regarde avec mépris et Vous venez faire condescendance quoi comme ici, si vous là étiez un animal de foire. Vous venez faire quoi ici là? Oui, c'est pourquoi. Vous allez voir qui. Vous allez Vous rester avez- combien de temps? Vous savez combien de temps? Eh Oui. ben, on est capable même de pouvoir mener un ensemble de choses. Donc, Oui. le Niger est dans une posture naturelle. Oui. Dans le naturel qui est que tu dis une chose, Oui. ben on réagit. Oui. Par contre, le Gabon, je vais dire que le Gabon a osé, parce que ce n'était pas le naturel du Gabon. Et le Gabon, même en s'essayant, a quand même pu faire quelque chose. Mais du côté du Niger, Oui. c'est le naturel. Et nous souhaitons que c'est comme ça que les pays africains... Mais tu évoques le Gabon, Fonouara, mais au Gabon, quand tu arrives au Gabon et que tu es un Africain, tu arrives au Gabon, tu te fais malmener à l'aéroport. Ben, c'est ce que je suis en train de Oui, dire. oui, on te pose des questions du genre, oui, c'est pourquoi tu es venu. Et pourtant, C'est lorsqu'un pour blanc. l'appel la solidarité africaine aujourd'hui. Mais pourtant, lorsqu'un blanc arrive, oh là là, c'est à peine si on ne lui fait pas des salam alek. Ouais. Donc, tous les pays africains sont appelés à réagir de la sorte. Ouais. Monsieur, on vous dit que vous n'êtes pas la bienvenue chez nous. Et Oui. bien, le gouvernement aussi réagit d'une Oui. manière normale Oui. pour dire que quand vous ne voulez pas que vous soyez la bienvenue, Oui. nous aussi, Oui. nous allons plus Vous le ne serez faire. pas, vous ne serez plus les bienvenus chez nous. Mais je suis allé quand j'étais en Guinée-Bissau. Donc le lendemain de l'interview avec le chef de l'État de l'époque, là, c'était le général d'armée, son Excellence Monsieur Sissoko, Monsieur Omaro Sissoko Mbalo. Et donc on a terminé au palais, le palais de Bissau. Et bien on est allé aux îles Bijagos, on est allé en villégiature, on est allé voir un peu du pays. Donc les îles Bijagos, eh bien c'est à 1h30 de la capitale Bissau.
Donc, c'était pour revenir un peu sur l'écosystème, sur le développement et tout ça de nos infrastructures, enfin, la vie plus accueillante et tout ça. Donc, on est arrivé au Bijagos, on a amarré devant un ponton qui desservait un hôtel appelé Ponta en Chaka. Figure-toi, Moira, que c'est une Française. Qui est justement, elle gère toute une île avec des beaux carreaux, c'est vrai, c'est super joli, c'est rustique, c'est beau, c'est pittoresque, mais j'avais un petit pincement au cœur parce que je me disais que il a fallu qu'une Française, une Française blanche de peau, qui en soit la promotrice en plein Guinée-Bissau. Alors que le gouvernement bissau-guinéen aurait pu mettre des moyens pour que cet endroit-là soit géré par des Bissau-guinéens, que cet endroit-là fasse de l'argent pour des Bissau-guinéens, pour que l'économie bissau-guinéenne puisse prospérer. Mais il a fallu que ce soit une Française partie de la France qui vienne valoriser cet endroit-là. C'est vrai, on y mange bien, mais un endroit majoritairement fréquenté par des Blancs. Et on se dit, mais est-ce qu'on est maudit? Est-ce qu'on ne devrait pas nous mettre, valoriser nous-mêmes notre écosystème, nos richesses, nos sites, parce que il a fallu que ce soit elle qui vienne nous montrer, nous ouvrir les yeux. On a Yoyo ici. Yoyo, c'est pas loin de chez toi, au large de Mouanko ici, qui reste une belle plage. Elle est luxuriante, mais elle est encore sauvage. Il faut désengorger, il faut désenclaver, parce qu'il y a quand même des broussailles. Mais quand tu regardes, ne serait-ce qu'en vue aérienne, les plages de Yoyo, mais d'un bleu cristalline. On n'est pas à Ibiza, hein. On n'est pas à Ibiza, on n'est pas en Andalou, on n'est pas à Ibiza, on n'est pas... Ça pouvait justement se transformer en une forme d'Ibiza, mais malheureusement, je ne sais pas. Justement parce qu'on a encore l'empreinte de ces gens-là qui nous ont fait croire que l'Afrique était des millions, c'était une fatalité. En termes de tourisme. Oui. Et qu'on arrête de penser qu'il n'y a que ce qui vient de là-bas qui est beau. Je te parle par exemple, je te prends l'exemple des gorges de Kola. Des gorges de Kola. Est-ce que tu as vu Le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux. Non, mais je te promets, moi, il faut que j'aille à Guider, parce qu'en fait, tu arrives à Guider. Guider, c'est au nord Cameroun, mesdames et messieurs, c'est au nord Cameroun. C'est dans la partie septentrionale du Cameroun, de notre beau Cameroun, le continent. Et donc, les gorges de Kola, mais c'est un paysage de film de science-fiction, wesh. Mais c'est magnifique. Alors, les gorges de Kola, et donc c'est un aménagement naturel des rochers avec un petit temps de pluie, un petit lit, une rivière c'est magnifique. Des massifs rocheux mais un décor de cinéma. Alors, tu vois, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, il y a un être qu'on appelle le Gollum, Sméagol. Alors, Sméagol, parfois, il serpente un peu, mais dans ce type de paysage, mais d'un bleu cobalt, d'un bleu acier. Mais c'est magnifique, et c'est au Cameroun, c'est à Guider, c'est au nord du Cameroun. C'est au Cameroun, ici, les gorges de Kola. Alors, voilà donc un décor comme ça. Et tu prends un guide. Tu as mis les gorges de Kola? Ben ouais, merci. Martin, il est intéressant, hein, Martin. Martin, mais tu bois souvent quoi? Bon, si tu lui donnes, tu vas aussi m'offrir. Hein? Oui, mais j'ai un peu d'argent, je suis un peu riche aujourd'hui. Ok, merci. Donc, je ne suis pas n'importe qui, je suis quand même une pharaon, je viens d'Égypte et puis je suis passé par Bafia. Tout à fait. Alors, Martin, tu as mis les gorges de Kola, s'il te plaît. Martin, mets autant de photos des gorges de Kola, parce que là, tu es en train de vendre le Cameroun. Parce que cette émission également doit être une sorte de tour opérateur. Martin, tu mets les gorges de Kola et tu mets les plages de Yoyo. Dans le Cameroun, il est beau. Et la Guinée-Bissau, je te promets, lorsque j'étais en Guinée-Bissau, aux îles Bijago, c'est-à-dire que c'est à 1h30 en haute mer. Après, à partir de Bissau, un bel endroit avec des eaux. Et d'ailleurs, j'ai fait des stand-up. J'ai fait des stand-up. Alors, le guide, hein, que le palais, hein, que le général Mbalo nous avait affecté, avait donc un drone. Mais je te promets, mais c'est beau. Et ça me fait penser aux émissions de 50 minutes Inside, hein, Martin, avec Nico Saliagas, lorsqu'à un moment, il y a dans le documentaire, c'est-à-dire que vers la fin de l'émission, il y a le documentaire. Et puis, ils mettent un point d'honneur à aller visiter justement de beaux endroits comme ça, un bel hôtel qui est niché comme un écran de verdure mais c'est magnifique.
Et il faudrait donc que nous, on ait aussi également ici, il faut qu'on arrête de suivre, d'être des suivis, parce qu'en réalité, c'est nous qui étions en avant. C'est nous qui étions les guides. Hein, Bon, je pense que c'est nous qui étions s'il y a les une guides. chose que ces personnes Oui. ont pu faire, c'était Oui. le côté de la transformation, mais on s'est laissé beaucoup berner. Donc, Mais c'est fini. Non, oui, c'est temps terminé du réveil, maintenant, c'est fini. le temps du réveil a C'est sonné. fini, Il ça. faut que parce Oui. que l'Afrique C'est regorge fini. pas mal de choses. Mais oui. Pas mal de choses. Quand tu le dis, je regarde des pays comme. T'as vu les gorges de cola, hein? Voilà, on est maintenant sur les plages de Yo-Yo. Donc, Mais le fond, toi et moi, on doit mais mon cousin, mais toi, tu me gardes mal, hein, Bon, cousin. non. On doit aller à Yo-Yo. Tu invites ta fiancée, j'invite mon futur. Bon, on va là-bas, les plages de Yo-Yo. Tu vois Voilà. comme c'est beau, hein? Vous voyez comme c'est beau, mesdames et messieurs, les plages Donc, de Yo-Yo. les Africains doivent répondre un peu comme l'a fait le Niger. Oui. Et comme il nous reste moins de temps, on passe Oui. rapidement au deuxième thème avant que tu nous proposes ton petit bijou. Oui. Et donc, Donald Trump a eu à rappeler les ambassadeurs. Ils étaient Oui. il y avait 30 de façon Une générale. quinzaine. Du Oui, côté une africain, quinzaine. mais Oui. 30 de façon générale dans le monde. Ah, ok. Et puis, en Afrique, donc, 15 ambassadeurs qui étaient en fonction des Oui. diplomates de carrière. Oui. Le problème, c'est que généralement, on n'enlève pas les diplomates de carrière de cette façon, même Oui. si c'est un changement d'administration. Oui. Mais là, ils ont été tout simplement informés par téléphone et le principe voudrait que c'est lorsque, effectivement, leurs remplaçants seront là. Est déjà sur Oui, place. que Oui. cela se fait. Mais selon certaines sources, il est indiqué que c'est parce que l'ambassadeur reflète le président et la politique du président qui Oui. est Make the American First. Oui. Et certainement, les diplomates qui étaient en fonction ne représentent peut-être pas la politique de Make American First. Donc, Oui. Trump voudrait prendre avec son secrétaire d'État, Oui. des personnes qui seraient proches de la nouvelle politique menée par l'administration. Alors, on devait donc s'attendre à croire à ce que les nouveaux ambassadeurs qui vont venir sur les territoires ou dans les territoires africains Oui. viendront avec une politique beaucoup plus rude où les États-Unis disent que nous voulons ceci désormais. Est-ce qu'on va accepter? On n'est pas obligé d'accepter. Mais c'est là en fait on se On va pose leur la opposer question. une fin de non-recevoir. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Non, la dictature, non, mais c'est terminé. Parce hein. on a comme l'impression effectivement que c'est un peu ce à quoi ça voudrait. Parce que la façon avec laquelle Trump, ces derniers temps, quand on observe comment il mène sa politique vis-à-vis d'abord des pays africains, Great American First, où les États-Unis doivent être au-dessus. Je ne suis pas contre le fait qu'on ait eu à suspendre l'USAID, qui était cette agence de développement. Oui. Ça amène les pays africains et leurs leaders à se prendre en oui, main. à se prendre en Oui, main oui, à se et à prendre en main et travailler. à être autonome. Toutefois, Oui, oui, oui. mais quand même, il faut se dire que Trump l'a fait sans le consentement, pourtant ils avaient des partenariats. Oui. En deuxième lieu, il augmente les taxes. Oui. Et ça commence à poser des problèmes. La politique migratoire devient un problème. Il rapatrie d'abord certains résidents africains qui étaient là. Oui. Et à côté de cette politique migratoire, il fixe encore l'élargissement à davantage de pays qui sont selon lui des pays qui n'ont pas assez de capacité, des pays pauvres. Et rappelons-nous que Trump avait d'abord eu à insulter les Africains en les traitant de déchets, de tout ce que cela comporte. Aujourd'hui, donc, où il rappelle les ambassadeurs qui étaient de l'ancienne administration de Biden et qu'on voudrait mettre ceux qui sont proches de sa politique American First, est-ce qu'on doit dire que la scission véritable entre l'Afrique et les États-Unis est en train de se préparer? Bon, écoute, une fois de plus, on peut se dire que si jamais les États-Unis rappellent une quinzaine d'ambassadeurs, hein, tu vois que tu en as mentionné 30, mais bon, officiellement, je pense que 30 c'est... dans le monde, 15 en Afrique. Oui, 15 en Afrique. Alors, la question est, est-ce que les Africains, du moins, est-ce que les pays dont les ambassadeurs, enfin, desquels les ambassadeurs ont été rappelés, peuvent également donc appliquer le principe de réciprocité, c'est-à-dire que rappeler également leurs ambassadeurs ou leurs ambassadeurs autres consuls. Ils ont commencé en fait, c'est qu'il y a il y a des nominations d'autres ambassadeurs. Par exemple, pour le cas du Cameroun, on connaît déjà le visage de la personne qui sera ambassadeur. C'est une dame, c'est une femme. Mais le problème, c'est que dans la politique, on le sait par ce qui viendra dans l'enveloppe. Oui.
proposées par les Trump nouvelles règles. Les nouvelles règles. Voilà, Est-ce que c'est ce qu'il fait là qu'il va vouloir appliquer maintenant désormais aux pays africains? C'est la question qu'on est en train de se poser parce que l'Algérie est concernée, la Côte d'Ivoire est concernée, le Cameroun est concerné, l'Égypte est concernée, pratiquement, je pourrais dire, une quinzaine de pays africains. Alors justement, quand tu évoques une quinzaine de pays africains, hein, on a le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, Madagascar, l'île Maurice, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie et l'Ouganda. Alors, si les nouvelles règles voudraient que le ton paternaliste et directionniste reste de mise, eh bien non, je pense que les Africains, les gouvernements africains ne doivent pas accepter. Et moi, j'irai même plus loin. On ferme les ambassades américaines et les consuls, justement, on ne veut plus. Parce que c'est comme si on prenait les mêmes et on recommençait. C'est-à-dire que si la politique doit être durcie, non, on ne peut pas l'accepter. Alors, on dit souvent dans le doute il vaut mieux s'abstenir. Alors moi, je pense que les Africains devraient être proactifs et anticiper. On gèle d'abord les relations diplomatiques avec les États-Unis. En attendant qu'ils daignent en leur moment renvoyer d'autres représentants de leur pays dans ces pays-là, eh bien non, on gèle d'abord les relations et on ferme les ambassades et autres consuls. Non, on refuse parce que tant que le respect et tant qu'on ne sait pas ce qu'il y aura oui, parce qu'on ne connaît pas trop la réelle motivation du pourquoi ils ont été déjà du rappel du ces ambassadeurs-là. On s'est dit que c'est peut-être parce qu'ils voudraient appliquer la nouvelle politique tout simplement. Non, on ne peut pas accepter. Je crois qu'il est temps de rompre ces relations-là et de devenir véritablement souverain ou alors de retrouver véritablement la souveraineté dont on est en quête. J'espère que je me suis bien exprimé, dont on est en quête. En attendant que le français désormais quitte l'Afrique, eh bien, on a l'obligation quand même de s'exprimer correctement pour se faire comprendre. Alors non, on ferme d'abord les ambassades justement. On ne reçoit pas les remplaçants. Que ces relations-là soient déjà gelées pour un temps, en attendant de voir venir. Maintenant, je crois qu'il y aura une assise quand même autour des tables. Les discussions vont être, proposées pour qu'on voit ce que les nouveaux arrivants vont proposer. Et puis, on verra si on peut accepter ou pas. Voilà. Voilà moi ce que je pense. Donald Trump, donc, qui a eu justement à faire un rappel de ses ambassadeurs sur le territoire africain. Qu'est-ce que cela cache? A-t-il un nouveau plan qui est en prévision? On rappelle que ces ambassadeurs sont des ambassadeurs de carrière, des diplomates de carrière, et qu'ils étaient notamment de l'administration de Joe Biden. Et quand on a un diplomate de carrière, on ne l'enlève pas comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui continue tout simplement à suivre la politique étatique, la mettre en place. Mais selon notamment le département d'État qui est géré par son secrétaire Marco Rubio, le diplomate est le représentant du président de la République, donc par conséquent, il devrait mettre en œuvre la politique du président qui est America First. C'est ce qui pourrait être à l'origine de cela, même si les véritables raisons ne sont pas encore connues. Oui. Mais il se dit qu'aussi dans les couloirs du département d'État et puis de la Maison-Blanche que la nouvelle administration souhaiterait que les nouveaux diplomates, les nouveaux ambassadeurs, soient bien sûr ceux-là qui sont proches de la nouvelle ligne donnée par le président américain. Et quand on sait et qu'on connaît déjà les rapports que les États-Unis ont avec les pays africains, on se dit certainement que ça pourrait être une autre forme, justement, que les Américains sont en train de vouloir mettre sur les territoires africains. Oui. Et on attend donc cela certainement de pied ferme, voir ce que ça pourrait justement apporter là-dessus. Donc, selon certaines informations, par exemple, en France de PLT, voilà. Donc, il s'agit, donc on ne sait pas trop, mais on parle notamment d'Elisabeth Moore-Aubin, qui a pris
récemment pris ses fonctions donc au Cameroun et elle succède donc à Christopher Lamora. C'est elle qui remplace donc Christopher Lamora. La nouvelle ambassadrice. Oui, elle s'appelle Elisabeth Moore-Obin et ensuite donc à Christopher Lamora. Lui, ce dernier, plus tard, il faut qu'il remballe rapidement. Oui, d'ici à la mi-janvier, il faut qu'il soit parti. Il faut qu'il soit parti. Donc, on attend de voir ce que cela va apporter pour les pays africains. Ouais. Alors, il nous reste 10 minutes. Farouane, qu'est-ce que tu nous as réservé pour le... Non, c'est le dernier vendredi avant... C'est le dernier vendredi de décembre. Laisse-moi vérifier ça. Oui, c'est le dernier vendredi de décembre. Laisse-moi vérifier ça, oui. C'est le dernier vendredi de décembre. Effectivement, c'est le dernier vendredi. C'est le dernier vendredi de l'année. Hein. De l'année. Oui, on est le vendredi 26 décembre. Pour ce vendredi 26 décembre, qu'est-ce que tu nous proposes pour la dernière? Bon, une autre à la fois, une autre mitigée, hein, une autre à la fois. Enfin, j'avais deux éléments que je voulais évoquer avec nos auditeurs et nos téléspectateurs, nos téléauditeurs, si je puis les appeler ainsi. Eh bien, je voulais revenir sur une interview qu'avait donnée, je pense, en 1984, Jean Bédel Bokassa. Et il était à la fois désabusé, il était à la fois déçu, mortifié, vindicatif, plein de rancœur, de haine, de désir de vengeance. Et aux questions donc du journaliste qui lui demandait aujourd'hui quels sont ses rapports avec la France. Il disait oui, j'ai tout donné à la France. La France aujourd'hui m'a trahi, notamment le président Valéry Giscard d'Estaing. Et le journaliste lui posait la question alors qu'est-ce qui vous a fait? Oh, d'abord oui, il a pris mon diamant, il a pris ma femme. Vous parlez de quelle femme? Oui, mais de Catherine. Vous vous souvenez? Voilà, de Catherine et tout ça. Bon, vous avez été sacré empereur. Il dit mais oui, j'ai été le premier empereur, Bokassa premier de la RCA, de la République centrafricaine. Et il dit voilà, moi je suis désabusé, j'ai la rage parce que mes 15 femmes, il avait 15 femmes, elles m'ont abandonné, parmi lesquelles il y avait une Roumaine qu'il a laissé tomber quand il est parti de Bangui. Il y avait également Catherine qui s'est barrée, et s'est barrée avec Valéry Giscard d'Estaing. Non mais, c'est-à-dire que, je me dis mais... Alors, ce monsieur-là, finalement, sur le tard, c'est quand même en 1984, mais il est désabusé. Mais est-ce que, si à ce moment-là, on l'avait mis en garde contre Valéry Giscard d'Estaing, est-ce qu'il aurait entendu les mises en garde? Non. Est-ce qu'il se le serait tenu pour dit? Il avait confiance en sa femme Catherine, il a épousé en grande pompe, il pouvait pas imaginer qu'elle pouvait le faire cocu avec Valéry Giscard d'Estaing. Bon, je me demande aussi pourquoi est-ce qu'elle a trompé le monsieur là comme ça, elle aussi. Enfin, je sais pas moi. Ça ne se fait pas ça. S'il y avait une chose que je pouvais apprécier, s'il y avait, oui. C'était le fait que sa polygamie l'a étendue sur les blanches. Oui. C'est la seule chose. Il était empereur, tiens. C'est la seule chose que je pouvais apprécier chez lui. Bon, je ne dis pas que parce qu'il était empereur, il fallait qu'il épouse des blanches. Mais justement, un empereur, ça se dit que épouser des blanches, ça fait joli. Ça rehausse le prestige, le standing. Mais Catherine, elle était pas mal, Catherine. Et d'ailleurs, il dit d'ailleurs que la Roumaine était plus belle que Catherine. Mais il aimait Catherine. Et Catherine, elle a fait cocu avec Giscard d'Estaing, qui était son ami. Il venait lui prendre ses diamants. Il lui a pris ses diamants. Il lui a pris sa femme. Il lui a tout pris. Même ses résidences qui étaient à l'étranger. Mais c'est quoi ces amitiés-là? Quand on est ami avec quelqu'un, on lui prend pas sa femme, on lui prend pas son diamant, on lui prend pas son pays. Enfin, on lui enlève pas. Tout bon flatteur vieux. Et qui flattait qui? Qui flattait qui? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Valéry qui flattait Père Bokassa, empereur. Il avait dit, tu sais, en même temps, c'est Valéry qui l'a aidé à devenir empereur, non? Mais c'était voilà. Il a aidé à devenir empereur. Non, tu vas devenir, tu seras le grand de ce pays. Et la France va t'accompagner, il va t'accompagner. Et pendant ce temps, il lui prenait son diamant. Tout doucement. Il lui a même pris sa femme et il l'a mise enceinte. Voilà. Il avait mis Catherine enceinte, mais je pense qu'elle a peut-être subi une IVG, parce que je ne me souviens pas qu'il y ait eu un enfant né de cette union adultère, de cette union monstrueuse, je sais pas. Bon, alors c'était donc la première partie de ma chronique aujourd'hui, mais donc je voulais également revenir sur ce fait divers, que je trouve à la fois cocasse
Cocasse et malheureux. Cocasse parce que sur les réseaux sociaux, justement, les femmes se sont alignées derrière l'auteur. Hein, de cet acte que je vais te décrire dans quelques instants, mon cher cousin Moha. Alors, c'est une femme. Alors, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis environ 72 heures, hein, 48-72 heures. Et bien, une vidéo qui montre des carcasses de voitures calcinées. C'est tout un parc, hein, c'est-à-dire qu'une demi-douzaine de voitures, une demi-douzaine de voitures a été incendiée, calcinée, irrécupérable. Et on y voit un monsieur en train de pleurer. Il pleure, il est habillé comme un il a une tenue, il a un gant blanc comme ça, un saillon comme on dit, ça doit être une tenue d'apparat, et il pleure, il sanglote, il est abasourdi, il est stupéfié, stupéfait même, il est désorienté, il pleure parce que sa première épouse a incendié la moitié de son parc auto. Pour quelle raison? Parce que ce dernier allait se marier, il a convolé en juste noces. Non, il a convolé en seconde noces. Et la première femme ne l'a pas entendu de cette oreille et elle a mis le feu sur les voitures de son mari. Bon, maintenant, alors si la polygamie... Non, la polygamie est une très bonne chose, parce que la polygamie, c'est bien. La polygamie fait partie des valeurs africaines. La polygamie, c'est quelque chose de bien. Mais vraiment, la femme, là, elle a mal fait, maman. La polygamie, c'est bien, c'est quelque chose de bien. Parce que, mais pourquoi tu es donc allé incendier les voitures de ton mari? Bon, ok, si la polygamie est bien, comme on dit, pourquoi tu t'es donc fâché? Pourquoi tu as été jalouse? Parce que ce sont des valeurs africaines. Hein? Normalement, les femmes africaines, on les éduque. Dès le bas âge, dès la prime enfance, dès la tendre enfance, être polygame. Alors non, mais c'est une mauvaise femme. Elle n'a pas bien fait. Normalement, c'est pas une bonne femme. Elle doit accepter que son mari ait même 8 femmes. Elle a mis le feu aux voitures. mais ce qui est d'autant plus cocasse, c'est que toutes les femmes qui commandent la vidéo disent que mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Mais ouais, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle ne s'est pas brûlée? Est-ce que la fumée n'a pas envahi ses poumons? Est-ce qu'elle n'a pas inhalé la fumée? Mais vraiment, c'est une bonne femme. Vraiment, on doit la canoniser. On doit l'ériger enceinte. Mais pourquoi est-ce que les gens disent qu'elle a... Mais vraiment, mais c'est... Ouais. Donc, en fait, mais plus sérieusement, quand même, ça questionne la... Oui, ça questionne au niveau des les relations conjugales aujourd'hui. Oui, conjugales et puis la façon dont on les... Je disais à quelqu'un hier que qu'il est dit que deux personnes ne marchent ensemble que si elles s'entendent et si elles sont d'accord. Oui. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'êtes pas d'accord d'un fait. Quand vous ne serez pas d'accord d'un fait, vous allez justement avoir une séparation. Et qui n'était pas d'accord, oui, ce couple-là? Oui, je dis par là que, en allant sur l'action par exemple, de la polygamie, oui. On ne sait pas trop si l'homme avait pris son engagement, bien la femme savait qu'elle se trouvait, elle avait signé un régime polygamique que l'homme était appelé à le faire. Oui. C'est pourquoi je dis que des hommes dans leur relation, homme comme femme, homme avec grand H, quand vous menez quelque chose, il faut que vous entendiez. C'est la raison pour laquelle parfois on parle de la fidélité, de la loyauté, parce que je suis sûr que le micro, c'est comme je l'ai devant moi là. On s'est entendu que quand je vais venir, je vais parler. Faut pas que quand j'arrive là, je me fâche. Pourquoi? C'est ce Pourquoi tu es assis là-bas? C'est ça en fait. Donc, non mais je comprends. Non, je comprends ce que tu dis. Parce que peu importe ce qu'on sera en train de vouloir faire, il faudrait que on s'entende. Il y a eu entente au départ. Une entente au départ. C'est-à-dire que est-ce que le régime signé au préalable était un régime monogamique ou polygamique? Très bien. Mais moi, je sais où tu vas en venir et tu ne vas pas m'embarquer là-dedans. Non, je t'embarque nulle part. Tu ne vas pas m'embarquer là-dedans. Depuis aujourd'hui... Non, je suis autonome. Non, tu vas m'influencer. Je ne t'influence pas. Non. Depuis aujourd'hui, tu as de parler librement. Est-ce que tu es muselé? Oui, non, tu veux même... Non, je te muselle pas. Je prouve ton point de vue. Non, pas du tout. Ton point de vue. Et moi, je dis que si ce monsieur n'était pas allé se marier en seconde noces, ses voitures n'auraient pas été incendiées. Mais c'est une façon de dire par là que soit le monsieur l'a fait et que le monsieur n'a pas eu à dire à son épouse qu'il part faire cela. Peut-être qu'il avait voulu. Depuis, il a annoncé les couleurs d'un second mariage et que madame ne voulait pas. Oui, mais est-ce que tu mesures les dégâts
hein, que cela peut causer à cette femme-là, la première femme. Est-ce que tu mesures seulement les conséquences psychologiques, psychiques? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas entendus. Et ça s'entend comment? Mais il fallait qu'ils s'entendent. Bah si ça se trouve, peut-être qu'elle lui a dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça et il s'est entêté. C'est la raison pour laquelle je dis clairement que deux personnes ne peuvent aller ensemble que si elles s'entendent. Ouais. Ça fait qu'il est normal. Ça veut dire par là que soit l'homme... Ah, c'est ce que tu voulais dire depuis? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu t'en dis depuis? Ah là là. Ah. Si l'homme s'est engagé à aller épouser une autre femme Oui. et que la première a réagi de cette façon, il doit forcément avoir anguille sous roche. Oui. Cela voudrait dire par là Une grosse anguille même. Cela voudrait dire par là que la femme, dès le départ, avait peut-être soit vu les signaux, elle n'a manifesté du fait qu'elle n'est pas d'accord Oui. qu'elle est une coépouse. Oui. Et que l'homme, forcément, la manière que tu l'as décrit, et quand on imagine le parc automobile sur mais les oui, images, il est en train de pleurer. c'est quelqu'un qui avait Oui. des moyens ou Oui, qui a mais bien sûr forcément que des oui, moyens mais bien sûr et que qui a dit, oui. ok, comme monsieur Allah dit au baba, Et comme je suis riche, Voilà. je peux aller prendre une deuxième, une troisième, une donc, quatrième, une je cinquième vais femme. prendre et que madame, tu vas t'aligner. Et il Oui. ne Et savait si tu n'es pas content, tu divorces. Et voilà, il ne s'attendait pas à ce que cette dernière va aller poser un acte comme celui-là. Je pense même qu'elle a été peut-être très modeste, sinon elle aurait voulu intenter à la vie de quelqu'un. Donc elle a préféré envoyer sa frustration au niveau du matériel. Et c'est le signal que cela doit renvoyer à ce monsieur qu'il s'est embarqué dans quelque chose qu'il pensait maîtriser et qui n'est pas en train de maîtriser. Non, tout de suite, il devra trouver une solution. Soit il va continuer sa relation avec sa première épouse et avec la seconde qu'il vient de prendre, soit il va trouver un moyen de les mettre chacune de son côté, ou il choisit une, ou il continue avec les deux. Mais là où c'est parti, ça va Il est pas. mal barré. Non, Il est mal barré. Non, le gars est mal Maintenant, barré. la première aussi, Oui. à un moment donné, il peut s'avérer que même comme l'homme a eu à pleurer pour le matériel, peut-être sont des millions ou des milliards qu'il a eu à dépenser pour ce véhicule. On ne Oui. sait pas si c'est une sorte de musée qu'il voulait faire, Un musée auto. un musée auto. Il peut peut-être dire à la dame que, ok, comme j'ai beaucoup pleuré là, c'est bon. Tu as brûlé, non? Oui. C'est bon, comme tu as brûlé. Là où tu es là, Sors de chez moi. tu sors de chez moi. Et que cette dernière revienne par après, commencer à faire la main comme ça. Elle part, tif. Et Ça peut aussi avec, Oga, et Tiff, avec, Ça peut- avec, et Tiff. Hein, un homme, il know, hein. Et Avec, Tiff, please, excuse me, forgive me. Let me apologize. Et Chief. Ça peut arriver. Donc, Nai. Donc, vraiment, chaque chose que vous faites là, rassurez-vous que vous êtes d'abord d'accord. Vraiment, cette chose est très importante. Quand vous êtes d'accord sur la ligne de départ, Oui. ce qui arrive par la suite, vous dites au départ que on avait été d'accord. Oui. Pas d'accord de manipulation, comme les gens sont à manipuler les gens là. Présenter la situation clairement. Si toutes les choses étaient simples comme ça, que tu dis, on accepte ou on n'accepte pas, tu sais que ça. Oui, au moins, 8 voitures ne seraient pas parties en fumée. Donc, voilà, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, le dernier vendredi de décembre De 2025. 2025. Oui. On espère vraiment que lundi prochain, peut-être Dieu, nous serons là pour un autre rendez-vous, hein, ma chère cousine. Oui, bah écoute, le prochain rendez-vous, effectivement, c'est lundi. Mais on sera toujours pas en janvier, on sera encore en Toujours en décembre. Hein. décembre, Oui, hein. on sera encore en décembre, mais on aura quand même franchi le dernier vendredi de l'année, mesdames et messieurs. Mais quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 15h dans le cadre de Racine. C'est sur For You Radio, comme vous le voyez. Hein. Ça, c'est un magnifique studio de radio. Et vous pouvez télécharger l'application qui est For You Media-6 Africa.com. Je reprends, For You Media-6 Africa.com. Voilà, merci à Kélé qui nous a assuré la mise en onde de ce jour. Merci également à Guinée qui a contribué. Au plaisir, madame, messieurs, comme Frao nous a dit, vous allez la retrouver à 15h et 14h, heure de Ouagadougou, de Niamey et de Bamako. Voilà.